Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonsoir. Ici Francis en direct de Québec. Vous écoutez Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Pour cette édition littérature, aujourd'hui, on va parler du roman Defy the Storm qui est sorti quand même il y a, Jean, rappelle-moi, un certain temps. Du mois de mars. C'était début mars. Début mars. Ouais. Un roman de Tessa Gratton et Justina Harlan. Bref, je n'ai pas présenté Jean, hein, comme à notre habitude. On rejoint Jean à l'autre bout du continent nord-américain. Ça va bien, Jean? Coucou, ben ça va depuis les 2 semaines là, de relâche qu'on a eu, ça va un peu mieux. Niveau voix, par contre, si je tousse pendant l'émission, désolé, hein, il y a encore des restes, mais ça va. Toujours un plaisir de te retrouver pour parler littérature. Et on enregistre l'émission le jour de la fameuse éclipse, donc vous remarquerez que de mon côté, j'ai survécu. Je crois que Jean, toi, tu étais complètement pas du tout là, sur on a eu le rayon de la mort. Mais ouais, c'est ça. Ici, il y a eu tout un psychodrame médiatique. Là. Disons que certains médecins ont fait peur à la populace avec des statistiques d'autres événements là, passés. Fait que il y a des écoles qui étaient fermées, il y en a d'autres qui étaient ouvertes, la panique était prise. Tout ça pour... c'était très joli. Disons-le, on parle de... C'est quand même dans le spatial. Fait qu'on peut mentionner qu'on a observé l'éclipse aujourd'hui. Et vous allez voir, aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Ceux qui nous écoutent en vidéo vont avoir pu l'apercevoir très brièvement au lancement de l'émission. Pour ceux à l'audio, vous allez devoir attendre. Mais avant d'aller là, on va saluer notre partenaire littérature, comme à notre habitude, donc Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe, venir jaser de littérature Star Wars, que ce soit de la sortie dont on parle aujourd'hui, des Defy the Storm, ou que ce soit à peu près n'importe quoi. Hein, vous pouvez soit lancer ou participer aux discussions. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, sur Facebook, je crois que là, maintenant, leur nom, c'est SW, hein, SW Littérature Québec, pour éviter ce qui nous est arrivé à nous, c'est-à-dire que les algorithmes de Facebook décident qu'on est plus gentil et de nous supprimer. D'ailleurs, sur ce thème, on vous invite à rejoindre nos réseaux si ce n'est fait, parce que, comme je disais, on a tout perdu là, il y a moins d'un an sur les différents réseaux de Meta. Donc, Star Wars en direct podcast sur Facebook, SW en direct sur Instagram et SW en direct.bsky.social sur Blue Sky, le réseau que j'ai toujours pas compris à quoi il sert. T'allais dire de quoi, Jean? Oui, non, pour rebondir sur le Star Wars Littérature Québec, ils font aussi des podcasts. Et en ce moment, le dernier podcast de sortie, c'est sur le manga Lost Stars, Étoiles perdues. Donc, un très bon cru. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, allez écouter leur podcast aussi. Mais seulement sur YouTube. Je crois pas qu'ils aient de fil podcast sur Apple ou Spotify. Je crois que c'est seulement sur YouTube ou sur Facebook, je sais plus. Enfin. Excellent. Un petit WhatsApp rapide, Jean? Oui. Ah, ben WhatsApp, toujours. J'ai une liste de fous. Je pourrais te parler de The Bad Batch, mais non, parce que j'ai pas envie d'être négatif. Ouais, Jean fait partie des haters de Bad Batch. Non, c'est... et encore, tu me diras, les épisodes 10 et 11, c'était pas les pires. Moi, je vous dirais, regardez le film The Bad Batch, parce que je me suis tapé justement le film The Bad Batch, qui est un film de 2016, qui a absolument rien à voir avec Star Wars, mais qui a, je crois que c'est Diego Luna qui a un petit rôle dedans. Il y a aussi Kenny Reeves. Ouais, alors ça n'a rien à voir, c'est du post-apo à la Mad Max, avec des cannibales et de la drogue. Enfin, c'est vraiment... voilà. Il y a Kenny Reeves, il y a Jim Carrey, il y a Jason Momoa, et il y a... oui, je pense que je me souviens de... Ouais. Je l'avais pas écouté, là, mais de l'affiche. Là, Voilà. Mais après, moi, j'ai un WhatsApp un peu... je pense que c'était pas sorti au cinéma. Hein. C'était un film... streaming, il me semble.
c'est 2016, donc ça remonte un petit peu. Mais bon, le film est quand même bien plus sympa que la série, je t'avoue. Mais ça n'a absolument rien à voir. Ça s'est fait. Non, après, je voulais. Mauvaise foi. On va se mettre à parler de Tron après. Là. Non. Par contre, moi, je voulais parler de l'autre roman jeunesse qui est sorti, pareil, en début d'année, là, carrément, en janvier, en papier, version papier, et e-book, et en mars, version audiobook. Mais est-ce qu'on n'attendrait pas notre invité pour en parler parce qu'il a aussi lu, je crois, ce roman jeunesse qui s'appelle Escape from Valo. Oui, écoute, si tu veux, effectivement, on pourra lui demander quand il sera parmi nous, ce qu'il a pensé de sa lecture, qu'il compare avec la tienne. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore écouté. En audio, comme tu dis, il vient de sortir. Hein, ça a été très long avant qu'il sorte. Oui, donc, alors c'est un roman jeunesse, donc c'est Daniel Rosé Holder et Alyssa Wong en co-writer. Et on le verra un petit peu avec Defy the Storm, mais j'ai lu le bouquin une première fois qui m'a laissé un peu de marbre, je t'avoue, mais je l'ai relu une deuxième fois, cette fois, et le deuxième fois m'a bien plus fait apprécier la lecture, et pour au final me faire dire que c'est un très très bon livre jeunesse, franchement. C'est un peu la suite d'un peu tous les romans de Daniel Rosé Holder, donc c'est un peu la suite de Crash from... c'est quoi, Race to Crashpoint Tower, et un peu la suite de Fallen Star carrément, quoi, vu que ça se passe vraiment après la chute de l'étoile. Et ça suit toujours notre pote Ram, Jomaran, tu sais, le petit Jedi un petit peu que j'aimais beaucoup, je dois dire. Voilà. Donc c'est ses aventures post-chute de l'étoile, et donc il va se retrouver sur Valo juste avant que le Stormwall soit érigé, et donc il va rencontrer plein de des jeunes Jedi qui va devenir un petit peu leur mentor. Et puis c'est plutôt cool. Moi, je te conseille vraiment la lecture de ce bouquin. Bon, j'en doute pas que tu iras le lire bientôt. Mais notamment du fait que c'est extrêmement lié à tout ce qu'a fait Daniel Rose Holder juste avant. Donc, si tu lis les comics La Haute République des Aventures de Holder, ou si tu as lu toutes ses œuvres avant, dont c'est quoi, Midnight Horizon et qu'est-ce qu'il a fait d'autre, enfin bref, tous ces trucs, tous ces personnages reviennent. Enfin, c'est vraiment très sympa si on est fan un peu du Holder-verse, si tu veux. Mais, ok. Ouais, je sais pas si c'est une bonne façon de me le vendre, Jean. Dit comme ça annonce rien de bon, mais écoute, je vais rester t'as pas trop apprécié. Toi, t'as pas trop aimé les adventures, les comics, tout ça, quoi. C'est dommage parce qu'il y a des bons petits. C'est une bonne histoire. Moi, j'ai bien aimé. Encore une fois, la deuxième lecture a sauvé la vie, hein, parce que la première fois, je disais bon, et ça me fait dire que les derniers jeunesses que j'ai lu qu'une fois, comme il y avait quoi, il y avait Mission to Disaster, et les deux quests for Hidden City et Planet X de la phase 2, j'ai lu qu'une fois. Je les ai moins appréciés parce que je les ai eu qu'une seule fois, et je suis sûr que si je les relis une deuxième fois, je les apprécierais mieux. Je pense que c'est je mettrais un doute sur cette affirmation-là, Jean, mais écoute, ça, c'est... Ok, mais je vais le faire, je vais relire ces trois bouquins. Et, alors, les deux jeunesses de la deuxième phase là, de la Haute République, je trouve que c'est très... en fait, même, c'était quoi le troisième de la première phase, le Mission to Disaster, j'avais quand même beaucoup moins aimé aussi. J'avais bien aimé les deux premiers. D'ailleurs, on va parler sûrement un peu du tout premier, là, qui est quand même très lié à notre lecture d'aujourd'hui. Mais tu les relis en français, toi, une fois que tu les reçois en français, c'est ça? Donc, tu les deux fois, techniquement. Même les jeunesses, hein? Oui. Bon, écoute. Mais c'est ça, en plus, bref, j'ai du retard aussi dans mes lectures en français. Fait que bref, on va... on va enchaîner parce qu'on pourrait en parler longtemps. Si je te demandais, Jean, pour les auditeurs, il y avait quoi à se mettre sous la dent récemment? À ce moment, on a quelques émissions quand même, à ma foi, fort intéressantes. En littérature, comme ça sera fait, hein, on a toujours notre critique de comics qui sortent à rythme régulier. Donc là, le dernier en date, c'est la critique du comics Dark Vador tome 7. Donc voilà, avec la superbe Shadow... Queen Shadow en couverture. Ouais, c'est ça, l'ombre de la reine. C'est ça, qui tient le casque de Darth Vader. Ensuite, nous avons la critique des épisodes de Bad Batch. Là, c'était Sébastien et Juliane qui nous ont offert leur critique des épisodes 10 et 11, donc les deux derniers sortis récemment. Et tu l'as dit, mais oui, qui sont relativement bons, vu que la Bad Batch n'apparaît pas dedans, spoiler alert. Je rigole, c'est bon. Et le dernier, c'est un Gamers, c'est le premier Gamers de l'année, et peut-être un des seuls, non, je rigole, il y en a sûrement 2 ou 3, vu le nombre de jeux vidéo Star Wars qui sortent par an. Mais c'est un super épisode aussi où JF revient enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu JF en ondes, ainsi que Julien, qui n'est pas là souvent, ma foi. Et c'est très plaisant cette émission où ils font un petit récap de toutes les news des jeux vidéo et des miniatures Star Wars, dont ce qu'on voit en miniature, le Battlefront Classic Collection.
Mhm. qui a pris un peu cher lors de son ouverture, là, notamment au niveau des serveurs. Ouais, une petite jambette là, au lancement, là, petit problème technique, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas encore écouté l'émission, elle est sortie aujourd'hui même, là, le jour qu'on enregistre pour Defy the Storm. Donc, vous irez l'écouter. Et justement, c'est trop drôle parce que, voilà, petit spoiler sur l'émission, mais ils ont oublié le titre parce qu'ils parlent du jeu de Quantic Dreams qui s'appelle Star Wars Eclipse, et ils oublient le titre. Et comme tu dis, alors qu'on ça sort le jour de l'éclipse. Ça sort le jour de l'éclipse, je trouve ça rigolo, quoi. Moi, j'étais là en train de les écouter, et je dis, mais c'est l'éclipse, Star Wars Eclipse, les gars. Je pensais qu'ils faisaient une blague. Voilà, c'était drôle. Excellent. Écoute, moi, je viens de réaliser aussi, c'est un peu décousu ce soir, que j'ai oublié le WhatsApp, fait que ça va être très, 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 très rapide. J'ai mis la main, je continue la collection comics, donc sur les albums de chez Panini. Et ça en fait un premier, ou c'est-tu un premier? En tout cas, bref, c'est sûr avec la frange bleue pour la phase 2. Et ça m'a rappelé la grande déception que j'ai. C'est dans lequel des deux, c'est dans, pas la Terreur sans nom, mais c'est dans le deuxième tome des Aventures, où est-ce que un excellent comics par Claudia Gray est caché à l'intérieur de cette série plutôt mauvaise, mais c'est ça. C'est malheureux que ce soit dedans parce que je vous conseille vraiment ce fameux comics de Claudia Gray. Je pense qu'il s'appelle Quest of the Jedi. Hein, si je me souviens. C'était celui-là. Je l'ai relu, c'est ça, en français. Là, puis, vraiment très joli. Belle histoire. Parfait pour un one-shot comics. Fait que Claudia Gray, il n'y a pas juste des bons romans qu'elle peut écrire. Elle peut écrire des très bons scénarios de comics. Comme je vous dis, par contre, en physique, c'est ça. Il faut le trouver dans cet album-là. Donc, tapez-vous les autres histoires peu intéressantes, puis vous allez finir par atteindre Quest of the Jedi. Je le rappelle parce qu'en plus, notre émission étant taguée sur les aventures, j'ai l'impression que là aussi, les gens passent complètement par-dessus, puis bon. C'est malheureux. Écoute, sur ça, on a déjà pris trop de temps à mon goût, fait qu'on va passer directement en hyperespace, Jean. OK. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace. Donc, écoutez, comme je vous ai dit en intro, on a une invitée spéciale aujourd'hui. On vous invite souvent à venir discuter sur notre Discord, entre autres le fil, parce que c'est plein de salons là, différents, de fils différents, et celui de littérature est toujours très intéressant. Et après sa lecture du roman dont on va parler aujourd'hui, justement, notre invité nous a pondu une super critique détaillée. On voyait qu'on n'avait pas affaire quand même à un amateur. Fait qu'on s'est dit, écoute, ce serait quand même très intéressant de l'avoir avec nous pour parler de ce roman-là. Donc, on accueille une bonne main d'applaudissements pour notre fidèle auditeur, Philippe Philippe Lestat sur notre Discord. Yeah! J'aurais dû prévoir Merci, un bonsoir. Ça va bien, Philippe? Il faut un roulement de tambour. Ouais, ça va. Merci beaucoup. Salut Jean, salut Francis, et merci de m'accueillir. C'est très sympa. Ouais, merci. Et mentionnons en plus que c'est d'autant plus mérité comme accueil que c'est vraiment une émission internationale, c'est le cas de le dire ce soir, parce que de mon côté, il est environ 20h. Chez Jean, il est quoi? C'est la fin de l'après-midi, c'est bien ça? Ouais, c'est à 17h. Et Philippe, donc, d'après ce que tu m'expliquais, c'est ça, tu es dans le sud-ouest de la France, donc il est 2h du matin chez toi. C'est ça, 2h20 pour être précis. Et donc, écoute, merci d'être avec nous, merci de t'être levé en pleine nuit pour partager. Écoute, je te demanderais peut-être déjà de te présenter, de ton intérêt dans Star Wars, dans la littérature Star Wars, etc. Ouais, rapidement, alors parce que je sais qu'on a pris trop de temps déjà. Donc Philippe, 40 ans, enchanté, grand fan de Star Wars et de l'univers légende depuis très longtemps, et j'ai repris goût à la littérature Star Wars avec la phase 1 de la Haute République, même si en parallèle je suivais quand même pas mal les comics parce que je suis abonné à Marvel Unlimited depuis très longtemps, ce qui me permet de lire les comics avec 6 mois de décalage, mais c'est toujours plus en avance qu'avec la France. Et voilà, et puis en vous réécoutant et en vous découvrant, en fait, je me suis remis vraiment à fond dans la lecture Star Wars. Vous m'avez redonné le goût de la lecture, et puis de l'écoute aussi des audiobooks, parce que j'étais passé à côté de ça depuis un moment.
Et je m'y suis remis, donc j'ai rattrapé toute la phase 2 après avoir écouté vos émissions de cette manière. Et puis là, à fond sur la phase 1, je l'avais plié. Et puis là, à fond sur la phase 3. J'ai fait les 3 romans qui sont sortis pour l'instant de la phase 3, dont Escape from Valo, dont parlait Jean, et que moi j'ai adoré dès la première lecture. Donc il faut que je prenne l'audiobook pour l'écouter, pour voir un peu comment c'est fait, surtout certains passages que j'ai hâte d'entendre, en fait, voir comment c'est joué. Et voilà, donc écoutez, ravi de participer avec vous, et puis merci au Suprême Leader d'avoir accepté cette participation aussi. Voilà. Qu'on salue, évidemment, on salue Danny. Écoute, justement, sur le livre, je ne sais pas, Jean, si tu voulais interagir. Moi, je peux déjà dire que vos 2 commentaires jusqu'à maintenant me donnent d'autant plus envie de le lire. En plus, j'ai déjà mentionné que j'avais pas aimé les 2 de la phase 2. Mais il y en a plein d'autres que j'ai bien aimés, là, fait que j'ai l'impression que celui-là, ça s'annonce bien. Et j'avais beaucoup aimé ce personnage-là. Hein, c'est Jam, là, le personnage créé par Daniel Rosolder. Ram, certainement, oui, pardon, Ram. Ram, Ram, en tout cas. Jamaran. Jamaran, ouais, c'est ça. Il y a un J à quelque part dans son nom. Bref, ouais, Jean, tu voulais demander à Philippe son avis? Je pense oui, ce qu'il avait pensé, il a un peu dit que tu avais adoré vraiment ce roman jeunesse directement à la première lecture. Ouais, moi j'ai vraiment... Pardon. Je disais, Jean, toi, c'est en audio que tu l'as pris, hein, c'est ça? Ouais, d'ailleurs, on a dû attendre, comme je disais, 3 mois pour pouvoir enfin l'avoir, quoi, qui est sorti très très tard en audio. Mais... Il est sorti en février en livre, juste après Eye of the Darkness, de mémoire. C'est vraiment, ça a suivi. Moi, j'ai adoré. Moi, c'est la suite de Rising Storm, en fait, et puis effectivement, Rise to Crash Point Tower. Mais j'adore le personnage de Ram Jomaram. Je l'ai dit en entier. Ouais. Je trouve qu'il a un développement, en fait, dans ce livre qui est très adulte. D'ailleurs, il y a un parallèle avec, je trouve, Defy the Storm, hein, dans la construction, en fait, des personnages. En fait, ils commencent enfants, puis à la fin, ils vivent des éléments d'adultes, et puis voilà, ils deviennent plus matures. Mais surtout, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient vraiment ouf, en fait. Dans le bouquin, je sais pas ce que t'en as pensé, Jean, mais bon, enfin, je trouve qu'il y a des vraies scènes d'action qui sont je les verrais bien en série ou en film carrément, quoi. En film, ouais, parce qu'il y a, sans trop spoiler, ça introduit des gros monstres, des grosses bébêtes, on va dire, et effectivement, il y a pas mal de scènes un petit peu avec des gros monstres, et dont une Jedi. C'est pour ça, c'est un peu dommage. Le seul point un petit peu négatif que je trouverais, c'est que, sans trop spoiler encore une fois, mais Ram va rencontrer 3 petits Jedi, des Younglings, hein, donc c'est pas vraiment des Padawan encore. Et moi, je faisais le parallèle avec la série Young Jedi Adventure là, qu'on regarde avec ma petite fille sur Disney+. Et je trouve ça tellement dommage. Ouais, qui est top, hein, franchement, pour un jeune public, elle est vraiment bien cette série. Et j'aurais adoré en fait que les 3 enfants de ce bouquin-là soient les 3 enfants de la série, parce qu'il y a énormément de parallèles entre celui qui est un peu le leader du trio, la fille qui est un peu qui est un peu comme Rey, qui a un peu des espèces de liens particuliers avec les animaux justement, et il y a beaucoup d'intrigues qui se passent par elle, vu qu'elle a une relation particulière avec les animaux. Et j'aurais adoré que ça soit les 3 persos de la série qui fassent ça. Mais à part ça, non, c'était un bon roman. Franchement, c'était un bon Pour roman. ceux qui le chercheraient, là, j'ai pas l'image complète, mais ceux qui nous écoutent en vidéo là, peuvent voir. C'est celui, dans le fond, à la gauche de l'écran, là, Escape from Valo, donc quand même en bleu ciel un peu, là, etc. Ça doit être un lever ou un coucher de soleil, là, donc écoutez, moi, vous me le vendez, fait que je vais peut-être l'attaquer même avant de Living Force là, qui sort. Oui, parce qu'en audio, c'est rapide, hein, c'est du 5-6 heures, je crois. C'est en jeunesse, donc ça se lit très très vite. Ouais. Excellent. La couverture est plus adulte que ce qu'on pense. OK. C'est un peu, comme tu disais, hein, c'est un peu ça pour tous les jeunes personnages, là, même on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, là, mais encore une fois, ici, j'avais déjà dit dans l'émission avec Danny là, sur Eye of the Darkness que j'avais l'impression que certains personnages ont tout à coup pris 5 ans en quelques mois. Et j'ai encore cette impression-là avec le roman d'aujourd'hui, fait que bref, on en reparle. Jean, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture du synopsis avec plaisir. Defy the Storm? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc, personne n'est à l'abri dans l'œil de la tempête. La République galactique est en plein chaos depuis la choquante destruction par les Nihil de la resplendissante station spatiale du flambeau stellaire. Capitalisant sur leur victoire, les Nihil ont érigé une barrière appelée le mur tempête, encerclant une partie de l'espace républicain qu'ils revendiquent désormais comme leur.
Dans cette zone d'occlusion, les gens vivent à la merci des Nihil, et les Nihil ne sont pas connus pour leur pitié. Le chevalier Jedi Vernestra Raux, persuadé que son padawan Imri Kantaros fait partie des victimes du flambeau stellaire, s'est retiré sur une paisible planète où elle espère guérir de ses blessures et retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais sa vieille amie Avon Staros a d'autres plans. Avon sait qu'Imri est vivant, piégé dans la zone d'occlusion, et c'est à Vernestra et à elle de le retrouver. Avec l'aide de l'ancienne marshal de la frontière Jordana Sparkburn et l'extrêmement peu fiable Xylon Graff, Avon et Vernestra doivent percer une brèche dans le mur tempête et pénétrer dans la zone d'occlusion pour y retrouver Imri. Mais au sein du territoire Nihil, le danger guette à chaque coin, ainsi que les terrifiantes créatures connues comme les Sans-Noms. Comment Vernestra pourra-t-elle retrouver son padawan perdu lorsque sa grande maîtrise de la force devient sa plus grande faiblesse? Et quelles sont les véritables motivations d'Avon derrière les lignes ennemies? On le saura en lisant le bouquin ou en nous écoutant. Oui, effectivement. Écoute, merci Jean pour le synopsis. On va. Avant de vous demander votre avis, je vais mentionner, comme à notre habitude, les specs du roman, donc des Firestorm, c'est par Tessa Gratton. Gratton, j'imagine qu'aux États-Unis, c'est comme ça que ça se fait appeler, là, mais à mon avis, c'est une descendante de Québécois immigrés parce qu'ici, on a beaucoup de Grattons. Et de Justina Ireland, là aussi, on en reparlera, mais c'est ça, un nom qu'on a quand même de plus en plus souvent. Même Tessa Gratton, je pense que c'est le troisième au moins là, participation. Là. Elle a fait un roman, elle a fait un roman adulte de la phase 2 et une nouvelle aussi du recueil. Ouais. C'est publié chez Disney Lucasfilm Press aux États-Unis, contrairement aux romans adultes qui sont chez Del Rey. Chronologie, comme d'habitude, pour le reste de cette phase-là, on est 1 an après la chute de l'étoile, donc en moins 229. La durée de l'audiobook est de 10h48. Le nombre de pages, là, c'est 464 pages, mais encore là, c'est ça, les young adultes, c'est pas le même format de page, etc. Là. Fait qu'il ne faut pas nécessairement se fier à ça. Pour un 18 $ US. Et la sortie en français, on n'a pas encore la date exacte, mais si on regarde un peu le calendrier Pocket, on peut supposer que ça va être quelque part à l'automne. Donc, puis Pocket essaie de rester très, très à jour là, sur la Haute République. Donc, à mon avis, ça serait la première sortie de l'automne qui est comme pas encore annoncée, encore définitive. Donc, voilà, si je vous demandais, messieurs, on va essayer peut-être d'y aller pas trop long en partie sans spoil, puis pour se garder de la place là, pour après ça, les spoilers. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre lecture? On peut peut-être commencer avec toi, Philippe? D'accord, alors rapidement, simplement juste sur la forme moi j'ai fait une particularité, en fait je l'ai acheté en audiobook et au premier tiers de l'audiobook en fait la narratrice m'a perdu, donc je l'ai racheté après en format Kindle pour bien être sûr de bien tout comprendre. Donc sur la forme de l'audiobook, moi j'ai été un peu perdu par la fille, je trouve le débit beaucoup trop rapide, c'est pas du Mark Thompson en fait, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre les deux. Voilà. Après, sur le fond du bouquin, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que, tout à l'heure, tu parlais un peu de l'univers des auteurs et là, en fait, on est dans Justina Ireland-verse, en fait, et Tessa Gratton-verse aussi, parce qu'en fait, il y a un nombre de persos énorme, en fait, et il faut connaître le background, en fait, de tous ces personnages pour vraiment apprécier ce qui se passe, je trouve. Et donc, je suis allé voir, je me suis fait une grosse session Wikipédia, puis j'ai réécouté un peu les émissions sur le reste pour bien tout me remémorer. Et du coup, c'est moins accessible que les autres bouquins, j'ai trouvé. Après, pour moi, c'est la petite histoire dans la gorge. On aurait peut-être, Philippe, tout de suite, là, un truc, je crois que je l'ai déjà donné dans un autre épisode, là, peut-être pendant la phase 2, mais quelque chose pour lequel j'avais zéro attente, mais que je trouve très pratique maintenant, qui est encore à jour pour l'instant, là, ça va peut-être basculer là, dans les prochaines phases, mais c'est l'encyclopédie des personnages de la Haute République. Je peux montrer par exemple des extraits, là, ça ressemble, si je prends un personnage aujourd'hui, là, par exemple à ça ici. Là. Ouais. Fait que ça vous permet, là, OK, c'est quoi dans ce nom-là? C'est qui dans ce personnage-là? C'est ça. Parce qu'évidemment, Wikipédia est une mine d'or aussi, là, un puissant fond d'informations. Mais c'est ça, je trouve ça beaucoup plus visuel dans cette fameuse encyclopédie-là qui, on ne se le cachera pas, se trouve de toute façon assez facilement aussi la version PDF
pirate, on va dire. Là. Une petite recherche Google, vous allez voir des extraits, on va dire, des pages comme ça. Là, si vous tapez le nom du personnage, vous allez tomber dessus. Fait que c'est ça, ça peut, puis ça vous remet le contexte par exemple, des phases, les liens, tout ça. Comme je vous dis, ça aussi, je trouvais bizarre qu'il ait sorti ça avant la phase 3. Dans le sens que, c'est pour ça que je dis pour l'instant, c'est encore à jour. Mais tu sais, c'est ça, après peut-être 1 ou 2 vagues. Il faut vendre les bouquins. Hein. Ouais, c'est ça. Là, il va peut-être avoir une version enrichie, là, la Ultimate qui va sortir après. Là. Mais bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est juste pour mentionner cet aspect-là que je trouve très pratique. Ouais, donc je disais, pour moi, en fait, c'est de la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment, en fait, dans un roman qui est full développement personnel. En fait, on poursuit pas tellement les enjeux qu'on a vus dans le premier roman adulte. Et l'idée, c'est vraiment d'aller grandir, en fait, enfin, d'aller développer les persos créés par les autrices et de les faire évoluer, en fait, dans des situations d'adultes pour voir un peu comment elles vont se positionner. C'est un peu la même construction quelque part que je trouvais que Escape from Valo, quoi. On les prend, on les met dans des situations, on voit comment ça bouge et puis après on revient finalement à comment est-ce que le perso à la fin a évolué, a grandi. C'est particulièrement vrai pour Avon Starros et pour Vernestra Raux. Et d'ailleurs à ce sujet, moi j'ai trouvé que le synopsis était vachement trompeur parce que comme je le disais sur le Discord, moi je m'attendais vraiment à avoir du Vernestra quasiment tout le temps et finalement c'est Avon Starros en fait qui prend le lead quasiment pendant tout le bouquin. Excepté la conclusion que j'ai trouvée plutôt pas mal pour Vernestra, mais on en reparlera tout à l'heure. Et au final, je trouve que ça apporte pas plus que ça, en fait. Finalement, à part le développement un peu de comment est-ce que ça se passe, en fait, dans, on va dire, la pseudo-société, je mets des guillemets, créée par les Nihil dans la zone d'occlusion. Voilà, il se passe vraiment pas grand-chose. On met 2-3 petits trucs pour amorcer peut-être la suite et le prochain roman adulte. On dit oulala, il y a une menace Nihil, attention. Mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, tout comme l'épilogue. Voilà. Donc au final, je suis assez mitigé. Voilà, je spoil pas plus. Je suis un peu mitigé. Ça coche toutes les cases en fait pour moi de ce qu'on attend d'un roman pour des adolescents. Mais tu vois, en comparaison à Escape from Valo, j'ai plus apprécié Escape from Valo, plus d'action, plus de moments en fait vraiment j'ai trouvé un peu épique. Et puis d'événements qui faisaient avancer l'histoire par rapport à Defy the Storm. Même si je note que le titre est bien choisi parce que pour le coup il peut se lire avec plein de niveaux en fait différents. Dans les événements qui se déroulent dans le roman. Voilà, pour faire court. Excellent. Écoute, comme on disait, on y reviendra, mais je suis assez d'accord avec toi. Jean, de ton côté? Oui, plutôt d'accord avec tes points. Je vais essayer de ne pas répéter ce que tu as dit, mais en gros, il n'y aura pas de grand débat ce soir, c'est ça? Non, mais justement, j'ai lu le roman 2 fois parce que la première lecture, elle m'a vraiment relativement désappointé en fait. J'ai fini le roman et j'étais vraiment décontenancé. Il se passe pas grand chose dans ce bouquin-là. Comme tu l'as dit, il y a pas vraiment d'action, il y a pas vraiment de scène d'action marquante plus que ça, quoi. Il y en a que 2-3, mais elles sont pas ultra développées. C'est beaucoup de développement de personnages, comme tu disais. Mais voilà, la deuxième lecture m'a fait un peu changer d'envie en fait. Donc j'ai repris la lecture du début une fois que j'avais terminé le bouquin. Et en fait, la deuxième lecture m'a ouvert un petit peu les yeux et j'ai beaucoup plus apprécié cette deuxième fois. Particulièrement, je disais la petite histoire dans la grande histoire. C'est beaucoup de développement de personnages, comme tu as encore dit. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, les personnages présents dans ce bouquin, c'est des personnages que j'aime énormément. Donc moi, Avon Starros, j'avais vraiment kiffé dès son apparition dans le premier roman de Justina Ireland, qui était Test of Courage, ainsi que Vernestra. Les deux apparaissent dans ce roman-là. Donc j'ai beaucoup aimé continuer d'avoir leurs états d'âme, leurs émotions, leurs pensées, tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément. Pas de romance dans ce roman-là, même si il y a comment il y a une espèce de il y a un petit peu de développement de relation entre Jordana et Sylvestri, mais à part ça, il y a pas vraiment de romance plus que ça. Il y a le personnage, on l'a dit, de Xy Landgraf, moi que c'est un personnage qui se veut détestable dès le début, dès son apparition. Alors là, dans le deuxième roman de Justina Ireland, qui était Out of Shadows, et qu'elle reprend ici. D'ailleurs, je dirais que Out of Shadows est relativement nécessaire pour lire ce bouquin-là. Si vous voulez vous lancer dans cette lecture-là sans avoir rien lu, ou juste les romans adultes, je conseillerais pas ça, quoi. Ouais. C'est au minimum, c'est Out of Shadows. Et si vous voulez vraiment compléter le truc, Test of Courage et Mission to Disaster.
mais qui reste relativement indispensable. Je dirais Out of Quest Shadows. for Planet X, non? Pardon? Quest for Planet X aussi, non, peut-être aussi. Ouais, vite fait, mais le fait ouais. que ça se passe en phase 2, ouais, c'est pas vraiment nécessaire, je trouve, pour le personnage, Oui, pour un des je- personnages, donc, qui, ouais. Parce qu'il y a un personnage, ouais, du Justina, c'est marrant que tu mentionnes le Justina Irelandverse. C'est exactement ce que j'ai marqué dans mes notes. Les personnages du Justina Irelandverse, je crois qu'ils y sont tous, là, dont elle a ce tout coché. personnage-là. Voilà. Dans ce personnage, j'ai pas envie de spoiler maintenant parce que c'était une énorme surprise de l'avoir, parce que moi c'est un fan favorite au même titre que Vernestra, au même niveau que Vernestra, tellement j'adore ce personnage qui est apparu dans les comics, c'est créé par Justin Ireland aussi, donc on en parlera plus tard, qui revient dans ce bouquin-là, mais qui, tu l'as dit, hein, qui apparaît aussi dans Mission to Disaster et qui est aussi là dans Quest for Politics. Donc c'était très cool. Mais voilà, en fait je vais reprendre un peu la critique de. J'ai bien regardé la critique de Star Wars Explained, tu sais, qui est souvent trop dithyrambique. Alors tu me diras, non mais le gars, il donne tout le temps des notes de fou à chaque roman de Star Wars, il est tout le temps positif. Yeah, okay, et là, ouais. il critique un gars qui est que je trouve génial. Hein, le gars de Star Wars Explain est génial. Ouais, Mais Devon, quelque chose. voilà, il est toujours ultra positif et mais limite trop dans des romans que nous on a vraiment moins appréciés. Lui, il va te dire ouais c'est trop bien, mais la vidéo d'après, tu vois que c'est l'interview avec l'auteur, donc tu dis bon, est-ce que c'est vraiment Il lui a signé. Oui, il l'a envoyé. Voilà, ça, ou le fait que qu'il est voilà, après, non, tu me diras. Puis là, il disait quoi à propos de Defy the Storm? Et voilà, Defy the Storm, il a été relativement critique, hein, et ce qui m'a un peu surpris, il a dit it was just okay. Donc tiens, mais tu vois, il est relativement un peu déçu de cette lecture-là. Ouais, ou on peut dire qu'il a encore été très généreux. C'est une question. Non, parce qu'après, il revient sur ces détails, c'est point par point, et franchement, je le rejoignais sur ces points. Hein. Moi, les personnages impliqués, encore une fois, c'est très très cool. On le dit à chaque œuvre de la République, mais l'intrication, les liens entre toutes les œuvres. Je sais que, comme tu l'as dit, Philippe, c'est très compliqué pour les nouveaux lecteurs, mais si tu es complétiste, c'est énorme, quoi. C'est génial. C'est génial. Alors, t'as énormément de caméos. C'est beaucoup de caméos. Tu disais qu'il y avait beaucoup de personnages, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de personnages qui font juste que passer. Si t'as pas leur background, c'est pas grave, en fait, quoi. Par contre, les personnages principaux, là, ouais, si t'as pas leur background. Alors, leurs backgrounds sont rappelés par moment. T'as des espèces de petits paragraphes qui sont en fait des résumés des œuvres précédentes. Mais là encore, ça perd les lecteurs plus que ça les aide. Nous, pour les complétistes, ça nous rappelle ce qui s'est passé dans ces bouquins-là. Donc ça, c'est cool, parce que moi, j'avais oublié un petit peu, tu me disais, Mission to Disaster, qui est pas très marquant. Ça rappelle un peu Midnight Horizon aussi, donc c'est cool. Mais pour les non-complétistes, c'est vrai que c'est un peu les perdants, donc c'est un peu dommage. Et je vais m'arrêter là pour la critique sans spoiler. Donc, franchement, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Le fait d'avoir bossé sur cette émission, de faire le résumé spoiler, d'en parler avec vous aussi, ça m'a aussi rehaussé la note. Tu verras que la note n'est pas si négative que ça, en fait. Le fait de m'y plonger vraiment à fond dedans, j'ai vraiment tout pick-up vraiment les points qui me que j'avais vraiment accroché. Et au final, ça reste une très bonne lecture, quoi. Voilà. Excellent. Écoute, moi de mon côté, un mot pour résumer l'ensemble de la critique, ce serait bof. Ce serait si je veux être positif. Si je veux être négatif et voir que le mauvais côté de la médaille, je dirais que c'est un naufrage, ce roman-ci. Ah ouais, ouais, à ce point, je commence de plus en plus à voir des signes de parenté entre Justina Ireland. Je ne saurais pas dire pour Tessa Gratton, là, fait que je veux moins. Mais entre Justina Ireland et J.J. Abrams. En ce sens que, visiblement, ils sont incapables de conclure le putain d'histoire. C'est vraiment. Ils apportent plein de bonnes idées. Ils lancent des choses intéressantes, mais incapables de refermer la porte. Écoute, c'est un roman qui n'a pas de conclusion. À la fin, je me suis demandé, est-ce que j'ai sauté par-dessus un chapitre? Là? Est-ce que j'ai manqué... Il n'y a pas de fin. En fait, ça ouvre sur autre chose, en fait. Ouais, il n'y a pas d'antagoniste principal, ou etc. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà critiqué sur d'autres œuvres, hein, qu'il n'y a pas vraiment de grands méchants. C'est pas grave, ça, le fait de ne pas avoir de méchants, justement. Ouais, c'est bref. Il y en a plein, mais on ne les voit pas, quoi. Et en plus... moi, ce qui me stupéfie quand je dis naufrage, c'est qu'encore une fois, ça partait quand même avec des puis j'ai réécouté notre émission sur Out of the Shadow, parce que clairement, là, on va le dire, là, c'est la suite directe de Out of the Shadow. En français, c'était Hors de l'ombre. Donc, c'est vraiment la suite. Ce serait vraiment dommage de lire celui-là en premier sans avoir lu l'autre.
Je peux montrer à l'écran, là, je l'avais dessus. Non, je ne l'ai pas Out of the Shadow en image, mais bref, c'est vraiment la suite directe. Mais une trolley, comme on dit ici, une panoplie de personnages incroyables. Tu as raison, Jean, certains ne sont que de passage. On ne les revoit pas du reste de l'histoire ou on les revoit juste à la fin ou peu importe. Mais plein de. Puis quand je disais ce qui me stupéfie, c'est que beaucoup de ces personnages-là, je les aime beaucoup. Vernestra Rowe, je l'adore. Avon Starros, je l'adorais. Je l'adore. Bon, plusieurs des références aussi, là, je ne sais pas si c'est pas tant spoilé, là, mais en tout cas, bref, je vais éviter de trop nommer de noms, là, mais c'est ça. Plusieurs des personnages, je les aime beaucoup. Un personnage, entre autres, qu'on avait juste eu dans les comics, que là, on a enfin, on va dire, dans le feu de l'action dans un roman, que j'aime beaucoup. Mais c'est ça. Au final, je comprends pas comment tu peux. Puis des concepts intéressants, par exemple, on développe mieux le fameux Stormwall, puis plus en détail que dans Eye of Darkness, où est-ce que justement, je soulevais plein de questions en me disant non, mais c'est un peu n'importe quoi comme concept. Là, on peaufine ça, on creuse ça. Mais au final, c'est ça, la somme de tout est un échec, est un naufrage, c'est en ce sens-là. Ça va vraiment être pour moi la pire note de la Haute République jusqu'à maintenant, là, au niveau des romans. Fait que derrière Out of the Shadow, t'es déjà pas dans mes favoris en partant. Et même chose, l'autre qui avait suivi de Daniel Rose Holder, là, tu l'as mentionné tantôt, là, Midnight Horizon. Midnight Horizon, ouais. Mais c'est ça. Après, bon, encore une fois, c'est les fameuses, vous réécouterez l'émission sur Out of the Shadow, mais c'est les fameuses lubies qu'on ne se gênerait plus maintenant pour appeler woke là, de Justina Harlan, là, dans le sens que 90% des personnages sont homosexuels et il fallait que ce soit dit absolument. Bon, après, ça apporte quoi? Justement, il y a une importance, le fait qu'il soit homosexuel ou pas. Non, c'est ça apporte pas grand-chose. On se souvient que Vern aussi, elle avait senti le besoin de nous dire qu'elle est asexuée. Donc, tu sais, c'est ça, les fameuses cases de formulaire, là, bon, c'est ça c'est coché, ça c'est coché, ça c'est coché. Fait que c'est sûr que, tu sais, d'autres romans, quand je demandais, OK, je suis visiblement pas le public cible, mais je me souviens plus le nom, Jean, tu me corrigeras, celui qui avait visiblement le public cible, c'était les jeunes filles qui avaient leur première menstruation. Queen's Hope. Queen's Hope, ouais, bon. Là, ici, clairement, le public cible, c'est les jeunes lesbiennes noires. Mais bon. Non, je me porte à faux. Non. Je suis pas d'accord. Mais ça apporte rien. Je vous le dis, c'est ni positif ni négatif. C'est juste qu'effectivement, c'est inévitable de le remarquer, surtout considérant l'autrice. Après, tu l'as dit, il n'y a pas de grande histoire d'amour. Fait que c'est pas au cœur des intrigues ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une constatation. Même des personnages en tout cas, ça semble indiquer que. Puis, dernier point, je voulais mentionner, je suis loin d'être celui qui veut que des histoires de Jedi. Vous le savez, j'ai adoré les romans, par exemple, de Alexander Freed, Battlefront, là, puis l'escouade alphabet, que justement, il n'y a pas un Jedi, c'est des soldats, etc. Mais cette fois-ci, je dois avouer, il y a Avon Starros qui est intéressante quand même. Sinon, je trouve que la seule chose intéressante, c'est le personnage de Vernestra Rowe, puis son padawan, là, Imri. Mais au-delà de ça, les personnages non Jedi présents, je les ai trouvés... C'est ça, j'arrive pas... ni dans le premier roman, ni dans le deuxième. Là, Jordana... et sa compagne, là, parce qu'effectivement, elle fait partie du fameux lot là, qui coche toutes les cases, de Sylvester Yarrow. Je sais pas pour vous. Moi, j'arrive pas du tout à accrocher à ces personnages-là. Puis même une chose pour Xylan Graff, je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a un aspect très intéressant dans la construction du personnage. Mais au final, lui, on sent que clairement, il va comme avoir une suite là, à ce qui se passe dans ce roman-là. Mais bon, fait que je m'arrêterai ici à partir dans spoilers, mais et le dernier personnage, je vais quand même le montrer. C'est pas tant un méga spoilers, mais quand je dis un personnage des comics,
Non, spoil pas. Ah, non, ben, c'est pas un spoiler, ce genre, là. Moi, c'était une grosse surprise. Hein. Vraiment, c'est Ah, un des c'est une points grosse forts du surprise. roman. Bon, ben, écoute, je l'enlève de l'écran. Je ne l'ai pas encore nommé, fait que ceux qui nous écoutent à l'audio ne l'auront pas entendu. Et puis, on en reparle. Personne n'a dit son nom. Ça c'est comme là, on l'a vu avec le résumé éditeur, le fait que Imri soit toujours vivant et que ça soit un des buts du bouquin, ça c'était un gros spoiler aussi pour moi, je ne savais pas. Et c'était justement une surprise en découvrant le bouquin aussi. Donc, mais on le sait nulle part, hein, parce que même dans les comics, c'est pas dit en fait. Non, c'est même pas dit, ouais. Donc, ben, ça aussi, ça revient à ce que je disais, c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé, je trouvais ça intéressant de le retrouver, puis au final, bon... en fait, ça quand je dis, là, c'est vraiment la somme de tout. Ça aurait pu faire plusieurs bons, à mon avis, petits romans jeunesse. Mais là, en un roman complet, je trouve que c'est ça, ça se tient pas. Bref, si je vous demandais, avant de partir en spoilers, de donner une note à votre lecture, messieurs. Tu voulais rajouter quelque chose? En fait, on voulait je pense qu'on voulait les deux, avec Philippe, rebondir sur le personnage de Jordana. Tu nous demandais ce qu'on en pensait. Ouais. Et vas-y, tu laisses Philippe, mais... En fait, je rejoins Francis. Moi, le problème, c'est pas tellement le personnage de Jordana, parce que je trouve que le développement pourrait être intéressant, mais c'est surtout que leur quête ne sert à rien si ce n'est à t'apporter un truc sur les Nihil, quoi. C'est tout ça pour t'amener à une planète, à un endroit où il s'est passé un truc. Ouais, comme un mini nouveau concept, là, mais ouais. Ouais, mais ça apporte rien du tout, en fait. Et au-delà de ça, à ce roman-là, effectivement, c'est ça. Ça apporte rien à ce roman-là en particulier. Tu te dis, ça doit être de la construction pour plus tard, mais... C'est dispensable. Par contre, moi, j'aime bien le personnage de Xylan Graf. Je trouve que c'est un bon... Enfin, ouais, une sorte d'antagoniste. J'ai oublié le nom du gars dans la phase 2, en fait, qui amoureux de la Jedi. Voilà. Exactement. Je le compare un peu, en fait, pour moi. Ouais. C'est un peu le même type c'est un peu le même type de perso, et j'aime bien en fait son humour se reproche un peu à la Han Solo, un petit peu le mec un peu blasé, ou peut-être un peu à la Lando, un peu blasé, mais voilà, très charmeur, et j'ai bien aimé le perso. Voilà. Donc je dirais plus à la Han Solo, je dirais pas à la Han Solo, mais tu sais, il a un côté très dandy, très un peu son côté féminin dans l'audiobook. Plutôt Lando. Voilà, plutôt Lando, là, plutôt charmeur, Lando versé féminin, tu vois, et c'est pareil, et plus détestable que Lando, parce que Lando arrive quand même à avoir ses bons côtés. Lui, il est vraiment. Mais il a des punchlines sympas dans le bouquin quand même. Ouais, tous ces dialogues, tous ces passages, franchement, The Island, c'est pas un personnage que tu vas apprécier. Moi, je me rappelle pour Out of Shadows, je déteste direct, je l'avais détesté, mais comme l'héroïne qui était Syl du roman, elle le détestait, et en fait, c'est un personnage un peu plus gris, quoi. Mais par contre, sur Jordana, je vous rejoins totalement, et je rejoins aussi le Star Wars Explain qui en avait parlé. Tous les passages de Jordana, ça a été des passages ultra chiants, que ce soit première, deuxième lecture. Ouais, c'est vraiment. Moi, je voyais vraiment ça comme des épisodes filler dans une télésérie. Il se passe rien. Par contre, voilà, tu disais que ça apportait juste un petit truc à la fin. Moi, je trouve que ça apporte un truc énorme à la fin. Ça ouvre. Alors, ça répond à 0 question sur les nameless. Et ça ouvre un plan tellement énorme que je me dis, attends, ils ont plus que 2 vagues avant la fin de la Haute République. Et ils doivent nous répondre à tellement de mystères que ça va être compliqué. Hein. Quand je voulais dire un petit truc, c'est par rapport à ce que le bouquin en fait était censé amener, si tu veux. En fait, t'as l'impression que ça a été mis là parce qu'on lui a dit, écoute, il faut que tu mettes ça là parce qu'il faut vraiment que tu raccroches tout le bouquin, en fait, tout le roman à ce qui se passe dans les eaux, à ce qui va se passer dans la phase 3, quoi. Là, ça apporte encore du mystère, quoi. C'est et puis c'est vraiment trop. Je vois le chrono qui s'écoule vite, messieurs. Si je vous demandais une note sur 20 à votre lecture. Vas-y, Philippe. C'est dur. C'est dur parce que moi, c'est ma première. En fait, moi, je crois que sur Discord, j'ai dû mettre 11, un truc comme ça. Mais si tu veux, j'ai pas tellement d'éléments de comparaison. Mais pour moi, c'est le pire des 3 romans pour l'instant de la phase 3. Et voilà. Donc, je vais dire 10, 11, on va dire. Voilà. Moi, je mettrais au même niveau que le Escape from Hello, parce que j'ai plutôt bien aimé aussi Escape from Hello. Et celui-là, je te dis, ça a commencé mal et ça finit plutôt bien. Au final, je vais mettre quand même juste entre 14 ou 15, tu vois. Ça reste en dessous de je trouve que ça finit bien, ça commence mal. J'aurais dit l'inverse. Non, je veux dire, ça avait commencé mal. Non, pas dans le bouquin. Dans le bouquin, c'est plus la première lecture. J'avais vraiment mal commencé. J'avais mis, je crois que c'était 13, qui est une très mauvaise note pour moi dans mon classement. Et là, en deuxième lecture, je l'ai remonté à 14. Et là, en préparant l'émission, j'ai dit, putain, mais c'est quand même des passages quand même sympas. Et donc, je l'ai fini à 15, je crois. Non, mais c'est pas parce que je l'ai pas aimé qu'il faut que tu l'aimes, là, Jean. Il y a personne qui va dire. Justina, elle va s'en remettre, là. Et comme tu as dit que tu allais vraiment le saquer et que tu allais te mettre la pire note, je vais mettre je vais rester à 15. T'inquiète.
Excellent. Écoute, moi de mon côté, comme je disais, ouais, c'est ça. Ça va vraiment être mon pire. J'avais mis un 14 à Out of the Shadow. Là, ça va être un 9. Un 9 sur 20. Je trouve que c'est pas digne d'un bon roman là, en termes, ne serait-ce que structure narrative, puis tout ça, c'est ça. C'est décousu. Je ne sais pas si ça peut. Peut-être aussi, ça peut être la collaboration de deux auteurs. Hein. Des fois, là, on n'a pas. Décousu, ça veut dire. Je trouve pas ça mal écrit. Hein. J'ai trouvé ça agréable. Non, pas mal écrit. Ouais. Mais justement, est-ce qu'il y a une intrigue que tu as hâte de connaître? La vraie fin du roman, je la mettrais presque aux 2/3 du roman ou aux 3/4. Le dernier quart, on est complètement sur autre chose, ou en tout cas, c'est quasiment un grand épilogue. Après ça, en tout cas, bref, on en parle en partie spoilers, hein, mais c'est ça. Je trouve que c'est un échec en termes de somme, en termes de. Puis pourtant, je suis fan de la majorité des personnages du roman. Donc, imaginez si je les détestais. Là, le résumé va te faire monter jusqu'à 10. Allez. Ouais. Tu vas voir. Excellent. On va faire un petit avertissement spoiler. Excellent. Donc, Jean, est-ce que tu peux nous faire le résumé spoilers relativement rapidement? Puis, écoute, au pire, on t'interrompt. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, Philippe, n'hésite pas, interromps-moi quand tu veux, commence ça là, c'est bon, il n'y a pas de souci, au contraire, moi, ça me. Et puis, on peut lancer des discussions. Prendre une gorgée, reprendre ton souffle. Ouais, non, et puis c'est cool, comme ça permet de lancer une discussion sur ce passage en particulier, parce que s'il y a des passages qui vous intéressent, on peut s'arrêter là. Parce qu'effectivement, c'est un roman où il se passe pas mal de choses, hein, vous le verrez, et donc le résumé est relativement. Enfin, tu verras. Alors, on commence avec l'habitude scroll qui nous présente un peu l'état de la galaxie. Donc, le Stormwall, l'occlusion zone que j'appellerai Oz pendant tout le résumé, la zone de la galaxie contrôlée par les Nils. Là, donc, on est chronologiquement après Eye of Darkness, donc après l'exécution de Pratt-Viter aussi. Le wall a été étendu, tout ça, et Avar-Kriss s'est passé au travers. Là, ça y est, donc on est vraiment après le premier roman Eye of Darkness. Donc on retrouve Avan Staros, qui sera donc l'héroïne principale du roman et le moteur de l'intrigue, on l'a dit, qui est toujours en conflit avec sa mère Ghira Staros dans la base Nahil sur Edzo. Et elle et Ghira, qu'on rappelle, est devenue donc un petit peu la compagne de Marc Yonro, et ainsi que la ministre de l'information. Donc beaucoup. 3 ministres. Pardon? J'y un petit peu beaucoup. Ah oui, voilà. Carrément, oui, parce qu'on le rappelle qu'il partage carrément son lit. La première dame des Nihil. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Pour l'instant, en tout cas. Donc, Avon qui a affublé d'une bodyguard, et là, on va pouvoir le noter, la nommer enfin, Francis, et tu vas pouvoir montrer qui c'est voilà, Deva Lompop, donc la personnage créée par Justina Ireland dans les comics, qu'elle reprend dans tous ses romans par la suite. Donc voilà, donc c'est un peu la garde du corps de Avon. Avon qui force un peu sa. Je t'arrête très rapidement. Est-ce que tu es sûr qu'elle a été créée par. Ouais, par Justina. Justina l'a introduit, tu sais, dans les War of the Bounty Hunter, les numéros compagnons. Le Jabba the Hutt. Voilà, et c'est le Jabba the Hutt écrit par Justina Ireland. Donc techniquement, c'est. Personnage très comics, hein, un look, écoute. Elle est badass, elle. Ouais. C'était quand même magnifique à voir en vrai. Même si on aurait quand même l'impression de voir un personnage de comics, là, mais bon. Ouais. T'imagines si tu la vois dans... ça dépend comment c'est fait. Hein. Ouais. Moi, dans la série The Acolyte, j'aimerais trop la voir un petit, tu sais, en mode Black Crescenton dans Boba Fett, là, un petit caméo. Écoute, effectivement, visiblement, c'est une race qui vit longtemps, là, parce qu'elle était là dans la phase 2, elle est encore là. Non, elle est là ici, puis elle est là à l'époque de la trilogie originale. Donc, ouais, mais la phase 2, non, peut-être pas. Non, elle n'était pas là. Ouais. En tout cas, elle était là, elle était bien présente aussi dans les comics Sanastaros, là, qu'on avait critiqué. Ouais, dans le Justin Ireland verse, encore une fois. Et ouais, voilà. Donc voilà, donc Avon force un peu sa mère à vouloir partir sur Coruscant pour étudier à l'université. Deva informe aussi à Avon que Imri Kantaros, là c'est plus vraiment une surprise vu que le résumé éditeur l'a dit, mais donc le padawan de Vernestra Rho, censé avoir été tué lors de la chute de Starlight Beacon, est vivant en fait, sur la planète Harrico, ça fait un peu bizarre. Harrico. Une planète verte. Dirigé d'une main de fer par la Nihil Quarren Karazu. Karazu qui est un peu en compétition avec la générale Viss, la chef des forces armées Nihil, qui pourrait se pointer sur la planète avec les Nameless, ce qui pourrait être fatal pour Imri. On mentionne également au début donc la docteure Zadina Mkampa,
qui est la responsable de la Lightning Crash Station. Donc ça, c'est un peu la station qui gère et alimente le Stormwall. Et donc voilà, ça c'est le premier chapitre d'intro. On sait que Havan a 2 objectifs. C'est contacter Vernestra pour l'informer que Emery a survécu mais qui est en danger, et se rendre sur Lightning Crash Station pour, à ce moment de l'intrigue, au tout début du bouquin, on ne sait pas trop quelle raison encore. Donc ça va être un peu teasé par la suite. Ensuite, on retrouve avec Xylan Graf sur la station, justement, lui qui bosse. Alors lui, il bosse pour les Nihil, mais pour lui, Jean, il bosse juste, après les... Ouais. pardon, ouais, juste peut-être, pour moi, la scène d'intro est peut-être la meilleure du bouquin, en fait, un peu à la Game of Thrones, l'entrée de Avon Starros dans la salle du banquet, voilà. Je veux juste dire ouais, que, la scène du banquet. ouais, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être la meilleure scène du bouquin, voilà. Ouais. Ça, la fin aussi, il y a peut-être un dialogue à la fin qui est quand même vraiment top, Oui. avec Vernestra. Avec Vernestra, ouais, Ouais. exactement. Mais effectivement, voilà, je ne détaille pas, mais la scène du banquet est excellente, quoi. Ça représente vraiment, mais comme tu disais, comment se développe la société Nil qui s'entretue constamment. Enfin là, c'est surtout Avon qui échappe à plusieurs tentatives d'assassinat. Et donc, Deva va utiliser de ses capacités je ne sais plus la race que c'est là, pour dévorer ses victimes. C'est assez intéressant. Ouais, puis des poisons aussi, là. C'est ça, des poisons, la tête, ouais. Peut-être elle balance la tête dans l'assiette de Martiano, ouais. C'est voilà, c'est pas mal. Ce qui va plaire à Martian, hein, que lui, il aime bien ce genre de comportement un peu. Ouais, d'ailleurs, il part à rire à ce moment-là, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement ça, il se met à rire, en fait. Ouais. Ouais. C'était la meilleure blague qu'elle avait jamais entendue, un truc comme ça. Ouais. On est loin de la petite Avon qu'on avait connue dans le premier roman. Oui, parce que là, effectivement, il faut dire qu'elle a grandi. C'est une ado maintenant, quasiment, quoi. Alors que c'était une petite fille dans le premier Test of Courage. Ben, écoute, c'est ça, on peut le mentionner, mais c'est ça, je disais tout à l'heure, ça fait partie des personnages. Tu as l'impression, coudon, ça fait juste 1 an, là, les événements de la première phase. Là, donc, mettons 1 an et demi. Là, Ouais, plus parce que 1 an, Test of Courage, c'était au début de la phase 1. Ouais, c'est ça. Mettons qu'on donne un petit mois. Là. Qu'en 18 mois, les personnages ont vieilli. Je comprends qu'ils vivent des événements assez dramatiques, là, mais bon. Mais c'est la guerre. C'est ça. Donc voilà, donc Xylan qui est donc sur la station avec la générale Viss, justement, et un Nameless qui est en sa compagnie. On nous explique que c'est la technologie de Chauncey Yarrow. Donc ça, c'est un personnage du roman Out of Shadow. C'est la maman de Sylvester Yarrow. Donc, qui avait construit un Gravity Heart. C'est une technologie qui a été améliorée et qui est à l'origine donc de la création des seeds du Stormwall, c'est des espèces de graines, des satellites qui construisent le Stormwall. Lui aussi va se rendre, donc Xylan va aussi se rendre sur Coruscant, mais Viss va lui affuber un bodyguard Nihil pour l'accompagner. On retrouve ensuite Avon à l'université de Coruscant. Elle va se rendre au Temple Jedi pour essayer de contacter Vernestra, et pour ce faire, elle va slicer un terminal des archives du Temple. On le rappelle, Avon, c'est une grande génie en mécanique, en informatique, c'est une Anakin, une petite Anakin de l'époque. Et un autre Jedi, donc du nom de Reath Silas, va l'interpeller. Avon va le reconnaître, vu que c'est un des personnages des anciens romans aussi, et lui demander où se trouvait Vernestra. Et ensuite, Avon va embarquer à bord du vaisselle en compagnie de l'équipage du vaisselle qui est Afi, Léox et Géode pour se rendre sur la planète Ibé, où se trouve Vernestra en convalescence. Voilà, donc ça, c'est un peu ce que nous avait raconté le résumé éditeur. On nous introduit ensuite... Quand on disait que c'est des caméos qui apparaissent très peu de temps et qu'on ne revoit plus du tout, c'est un bon exemple. Ouais, mais après, c'est cool quand tu les connais. Ça gêne pas, voilà, ça gêne pas quand tu les connais pas. Ensuite, on nous introduit donc Sylvester Yarrow, justement, et Jordana Sparkburn, pardon. Le couple faisant quelques petits boulots pour Maz Kanata. On rappelle aussi donc Chauncey Yarrow, c'est la mère donc de Sylvester, qui avait trahi sa fille et vendu donc sa tech au Nil dans Out of Shadows. Et Sylvester qui pense que sa mère est toujours vivante derrière le Stormwall, mais qui, nous savons, s'est faite massacrer par un Elzarman totalement déchaîné dans The Fallen Star. Donc ça va être intéressant pour la suite. La famille de Jordana aussi est bloquée dans l'Oz, ça on nous le dit vite fait aussi au début. Et donc le couple reçoit le next job de Maz, donc une mystérieuse commandatrice veut kidnapper Xylan Graf. On apprendra plus tard que la commandatrice n'est autre que Avon via Deva, qui aura besoin de Xylan Graf pour passer le Stormwall. Ensuite, après toutes ces introductions de personnages, on a enfin l'introduction de Vernestra Rau sur Ibi, en pleine pratique de son Light Whip, Light Cyber Fouet, qu'elle maîtrise de plus en plus là, maintenant, donc ça c'est cool. Elle est encore un petit peu perturbée à Unbalance, là, des pertes d'à la fois de son ancien maître Stellan Gios et de son padawan Imric Antaros.
Elle a toujours des visions de Marie Santeka aussi, qui va lui souffler tout le long du bouquin des indices sur quels sont les chemins à suivre. C'est pratique, hein, ceci dit. Voilà, très bon Deus Ex Machina, effectivement. Ouais, ça faisait un petit peu jeu vidéo. Ça faisait un petit peu jeu vidéo à histoire, là, tu sais. Et justement, je sais pas, je vais vous Complètement, ouais. demander, et ça apporte, on n'a aucune réponse sur le pourquoi du comment Marie se retrouve en mode Ghost Force. Ouais, ou est-ce que c'est réel, ou est-ce que c'est tout simplement dans la tête de Vernestra ou pas? Ouais. Ouais. Après, elle était présente au moment où elle est présente dans le moment où elle détruit justement la station où elle perd la vie, Vernestra. Elle fait partie du truc, en fait. Enfin, de l'équipage qui attaque, non? Dans Out of the Ouais, Shadow. Ouais, non. Ah, ça doit être ça, ouais. Ouais. C'est dans Out peut-être, of ça the se trouve, Shadow il me semble, qu'on la voit la dernière fois. Oui, elle meurt dans l'explosion de la station, il me semble. Ouais. À la fin. Mm. Donc peut-être qu'il y a un lien qui s'est créé, un truc, enfin bon, je sais pas. Mais effectivement, il y a zéro explication hein, sur le truc. Elle a juste des voix, elle appuie sur la touche indice et puis on lui parle, quoi. C'est ça. Très jeu vidéo, effectivement. Ouais, donc, Avon, qui va arriver sur la planète à bord du SL, donc, elle va lui révéler que Emery est vivant, mais qu'il faut se dépêcher d'aller le sauver. Donc, elle update sur toute la pré-chute de Starlight Beacon, vu que Vernestra s'est coupé un petit peu de la force juste après ça. Comment Avon et Imri et même son droïde G6 s'est échappé du crash de Starlight, grâce à Deva notamment. C'est Deva qui un peu a sauvé tout ce petit monde. Avon a aussi un plan pour passer donc le Stormwall lors d'une fête sur Osnian Prime, enfin d'une fête, c'est plutôt une espèce de banquet là, sur Osnian Prime, dans le manoir de la famille Staros, où Ghira tient une réception. Xylan, qui entre-temps va proposer une alliance secrète entre lui et Ghira, d'ailleurs. Il va se faire kidnapper par Sylvestri et Jordana, parce que lui connaît les passcodes en fait, permettant de passer le Stormwall. Et avec le passcode et le pass engine du vaisseau de Deva, nos héros pourront se rendre dans l'Oz. Voilà. Xylan va évidemment reconnaître Syl, donc qui sont les deux personnages de Out of Shadow. Xylan va lui annoncer d'ailleurs que sa mère est probablement morte. Alors lui, il n'est pas vraiment au courant, il a juste entendu des rumeurs au sein des Nihil qui lui font croire ça, mais évidemment, Syl ne lui croit pas du tout. Hein. Elle pense toujours qu'elle est prisonnière de l'Oz. On a aussi une très brève bataille spatiale là, au moment où Deva va rejoindre le groupe. Bon, Deva va vite se débarrasser de la bodyguard Nihil de Xylan. En fait. Et là, tout le monde s'est réuni. Donc, tu as Syl, tu as Jordana, tu as Xylan, tu as Deva. Puis tu as Vernestra et Avon qui vont se pointer, donc tout le monde va se pointer là. Avon, qui a en effet cette espèce de lanceur de fléchettes au poignet, là, fait avec du poison qui provient de Deva elle-même, étant une race reptilienne produisant ce venin. Donc voilà, les retrouvailles sont un poil tendues, hein, notamment entre Jordana et Avon. Jordana, elle garde un but secret, elle n'a pas trop envie de dévoiler ses objectifs. Vernestra aussi, elle n'a pas trop confiance en Deva, vu que Deva, ça reste une Nihil, hein, on le rappelle. Syl veut aussi accompagner le groupe, mais Jordana lui dit non, laisse, c'est moi un petit peu l'action man du couple, donc je vais y aller, toi tu vas rester en retrait. Et Jordana qui veut en fait se rendre dans l'Oz pour sauver sa famille, ça va être son objectif. Donc, ils embarquent tous, sauf Syl, dans le Dreadful Day, qui est le vaisseau de Deva, en direction de l'Oz. D'ailleurs, je voulais vous poser la question là. Jordana, donc c'est le personnage qui prend un petit peu le devant comparé à Out of Shadows, où là, c'était vraiment Sylvestri. Donc là, vraiment, à l'inverse, Justin Ireland, l'importance des deux personnages. Je ne sais pas si ça vous a... Oui, parce qu'effectivement, après, Sylvestri, à partir de ce moment-là, n'a plus de rôle du tout. On ne voit plus trop, ouais. Ouais, c'est surprenant ça quand même, parce que c'était quand même le personnage principal d'un des romans précédents. Ouais, puis là, ça va tourner autour, hein, parce que Jordana, c'est une Santeka. Fait que là, ça va tourner beaucoup, puis elle avait un rôle dans la famille, je me souviens plus, hein, c'est députée, clan députée. Ouais, elle était députée de la planète, là, et puis elle a été déchue, là. Fait que, puis avec son espèce d'animal aussi, là, d'ailleurs, c'est ça, on va avoir un autre animal là, du côté de Xylan Graff plus tard, mais bon. Donc là, on se retrouve dans l'Oz, hein, où le groupe va de suite se séparer. Donc Vernestra va continuer sa route vers Haricot, la planète où Emery et G6 sont censés se trouver. Deva va l'accompagner sous ordre d'Avon. Jordana et Xylan, eux, vont faire un petit détour déjà pour trouver et introduire à Jordana un bon ami à lui qui pourrait aider Jordana à se rendre sur la lune d'Arly, où est censée se trouver sa famille. Le nom du contact de Xylan est un certain Ker Santeka, donc un cousin éloigné de Jordana en quelque sorte, mais bizarrement un ami de Xylan, un graphe, donc une amitié entre un graphe et un Santeka, c'est surprenant.
En tout cas, Kerr et Jordana vont ensuite se rendre sur la Lune, retrouver sa famille, notamment son frère, sa belle-sœur, ses neveux et ses nièces, tout ça. Voilà. Ça, c'est un peu les passages un peu plus chiants du bouquin, on va dire. Xylon va ensuite se joindre à Avon, qui va révéler son objectif premier, c'est se rendre sur la station Lightning Crash, tuer la docteure M. Kempa, qui a volé ses recherches, et détruire la station qui détruirait le Stormwall, en fait. Voilà. C'est un peu son objectif principal. Ensuite, on a Vern et Deva qui vont faire une escale sur Seswana, où Vern va expériencer des visions d'horreur et une peur intense, car Nameless est sur place. Attention, la planète est en effet envahie par les Nihil, et Vern doit cacher le fait qu'elle soit Jedi pour passer inaperçue. Elle va donc se sentir plutôt mal. Nameless que Vern connaît, car lors du trajet en compagnie d'Avon, en fait, celle-ci l'avait déjà update sur tout ce qui s'est passé donc, durant son absence sur EB, notamment les créatures, l'exécution publique de Maître Viter, tout ça, quoi. Donc Vern va tomber dans les pommes, mais c'est bon. La créature part chasser d'autres forces sensitives, et c'est Deva qui va la récupérer, la sauver, et les deux vont partir en direction de Hariko. Là encore, Vern doit passer vraiment inaperçu, parce que sur Hariko, pareil, la planète grouille de Nihil. Comment ça s'appelle ? Vern a aussi en sa possession le Crystal Kyber du sabre d'Imri, que Avon lui a remis, qu'il avait perdu lors de la chute de Starlight, pour le lui rendre, ainsi qu'un espèce de device qui va activer G6 pendant 24 heures. Comme ça, Vern va réussir à retrouver G6. G6 qui, entre-temps, a monté une petite armée de droïdes, et qui, finalement, donc Vern va retrouver Imri, ainsi que 2 autres Jedi qui étaient sur place, et un groupe de locaux révolutionnaires là, qui résistent aux forces de Karazu, qui résistent aux forces Nihil. Donc, voilà. Donc Vern va rejoindre un petit peu ce mouvement de résistance. Imri, on l'a dit, il a beaucoup changé depuis sa séparation avec Vern il y a un an. Il a grandi, il a mûri, et il veut plus vraiment quitter la planète avec Vern, là, mais il veut vraiment aider la population locale à combattre les Nihil. Il refuse aussi de récupérer son Kyber Crystal, si je me rappelle bien. Et alors là, pareil, j'ai une question pour vous. Vern va tout de même le sacré chevalier Jedi. Ouais, elle l'adouble en fait. Elle l'adouble, mais comme si elle avait ce pouvoir. Ouais, voilà. Est-ce qu'elle a l'autorité ? C'est la question que je me suis posée aussi. Même lui pose la question, est-ce que tu as vraiment l'autorité de faire ça? Et a l'air de s'en foutre un peu, là, mais bon. Voilà. Disons que dans le contexte de la galaxie à ce moment-là, effectivement, mais non, d'un point de vue strictement, par exemple, si on parlait à l'époque de la prélogie, je ne crois pas qu'une chevalier peut décider tout bonnement d'adouber un padawan. Il faut que ce soit un maître. Ça aurait évité plein d'emmerdes après Anakin. C'est vrai. Complètement. Complètement. En tout cas, donc, Imri va updater aussi Vern et nous, lecteurs, sur comment il a réchappé au crash de Starlight et comment il a atterri sur cette planète. Et le soir, donc c'est l'heure de l'assaut des révolutionnaires face au Nihil pour délivrer la planète et les prisonniers. Donc la grosse baston, baston quoi. Course-poursuite en speeder même, donc voilà, quand même un peu d'action. Et au final, même Karazu arrive à être capturé par les gentils. Et tu le disais, Philippe, mais Karazu, donc qui serait un petit peu l'antagoniste principal, mais pas vraiment de ce bouquin-là, et même pas présente physiquement. C'est tiré par les cheveux un peu. Là. On nous dit qu'elle est capturée, mais il n'y a pas le détail sur ça. J'ai trouvé ce passage, mais vraiment mauvais, en fait. C'est-à-dire qu'elle arrive sur la planète, elle la double chevalier, ils se font des bisous, voilà, limite, ils se serrent dans les bras, puis hop, c'est fini, quoi. Ils repartent. Ouais. T'es aux 2 tiers du bouquin, là? Ouais. À peu près? Ouais, à peu près. Je crois que c'est. Et ce que tu disais, Francis, en fait, il fallait s'arrêter là, quoi. Enfin, après, voilà. Ça, puis l'autre intrigue de Avon. C'est ça, ouais. Exactement, ouais. Ce qu'on va voir juste après, effectivement. Juste après, parfaite transition, effectivement. Donc là, on revient sur Lightning Crash, où Xylan veut sauver donc son chien avant qu'Avon n'explose la station. Tu le mentionnais, l'autre animal, c'est le chien de Xylan. Qui, d'après la description, c'est plus gros qu'un chien. Ou en tout cas, c'est quoi la race, là, méga, là? Parce qu'il a 4 des grands danois, mais il est très, très, très poilu, là, mais bon. Ouais. Il y a plein de yeux, 6 pattes, il ressemble à un sofa. Et ça m'a fait rigoler parce que, en fait, je vois un parallèle entre Xylan qui est un graphe et donc Jordana qui est un Santeka, éloigné, mais qui est quand même un Santeka. Et elle qui a une espèce de félin, donc un gros chat. Lui a un gros chien, donc tu as la team chat, la team chien qui sont dans 2 clans. J'avais pas pensé, ouais. C'est rigolo. Donc tous les opposent, quoi. Donc voilà, donc lui dit bien, Xylan dit bien à Avon que même si la station est détruite, Mark Lanro a sûrement des backup plans pour alimenter le Stormwall, notamment le gaz électrique lui-même qui pourrait alimenter le Stormwall si cette station-là est détruite. Bref, sur la station, les deux vont se séparer.
Xion, lui, va appeler Nan. Donc Nan, c'est une personnage, pareil, d'un des romans, c'était lequel? Into the Dark, je crois. Je sais même plus. Ouais. Peut-être. Ouais. C'était une Nihil, en fait. C'est dans Into the Dark. C'est Into the Dark, ouais, merci. Donc c'est ça. Qui va révéler donc la vérité concernant le sort de Chansey Yarrow, donc la maman de Syl, vu que Nan était sur place au moment où Chansey s'est fait tuer. Avon, elle va être d'abord confrontée à une Nihil qu'elle va tuer par accident avec sa fléchette empoisonnée. Là. En fait, elle a envoyé une dose létale et elle voulait pas, elle voulait juste l'endormir ou quoi. Ça va la choquer tellement que quand elle va se retrouver devant sa némésis, donc la fameuse docteur Macampa, après une bonne petite baston là et grâce au conseil de Zylan à côté, Avon va l'épargner en fait. Elle va pas vouloir l'achever. Et pareil, au final, elle va pas vouloir détruire complètement la station, mais juste la neutraliser vu qu'elle a été un peu choquée par ce meurtre. Vous n'avez pas trouvé que l'infiltration sur la station était vraiment un peu what the fuck quand même? Parce que je crois qu'elle déguise simplement, elle rentre. Ouais, en fait, elle faut un costume, personne ne la reconnaît, elle rentre, c'est un moulin le truc. Ouais. Bon, le fait qu'elle soit accompagnée de Zylan, il y a un mini obstacle, mais il me semble que c'est comme elle est avec Xilan, ou je sais plus trop. Là. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui demande à l'équipe, puis effectivement, après, ça passe tout seul. Oui, après, oui. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, effectivement, elle se balade un peu la web, effectivement. Ouais, beaucoup de facilité dans ce roman, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Ensuite, on a donc l'arc Jordana et Ker Santeka qui arrivent sur la lune d'Arly, pas sans combattre à la fois donc des scaphdroïdes d'abord, puis des vaisseaux Nihil. Et bon, ils arrivent quand même à s'en sortir et ils arrivent donc à cette fameuse lune. Et là, pareil, je m'interromps et je vous pose la question. Il y a un gros plot hole à ce moment-là du bouquin. Je ne sais pas si vous en avez remarqué, mais il y a un chapitre où ils vont se battre seuls contre des vaisseaux Nihil. Le chapitre d'après, ils arrivent sur la Lune. Donc, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais ça fait partie des sauts. Moi, clairement, c'est ce qu'on disait pour tout. Puis Philippe, tu mentionnais qu'il y a plus de scènes d'action dans le roman jeunesse qui fait le corps, peut-être, de la longueur. C'est vraiment ça. On passe par-dessus des batailles. Là. Tu sais, même, tu mentionnais celle tantôt sur la planète avec Kimri, là, la planète des haricots. Là. Mais c'est. Ah, les gars, moi, c'est pas la première fois qu'on a ça. Je saurais plus dire si c'était dans d'autres romans de Justina Harlan ou pas. Mais qu'on est tellement focus sur le développement de personnages, leurs émotions. Comme là, tu viens de mentionner, Avon, elle a tué quelqu'un. Fait que là, c'est ça. Elle a tout fait ça. Tout le roman est dans un but précis, jusque-là. Mais parce qu'elle a des remords, ben là, tout tombe à l'eau. Elle va tout simplement complètement abandonner. C'est parce qu'elle était vraiment en mode vengeance jusque-là. Fait que c'est. Non, t'as raison, Jean. Après ça, ils se retrouvent sur la. En fait, ils sont comme laissés passer par les Nihil. Ils s'enfuient, ils sont surpris de ne pas être suivis, ou un truc comme ça. Ouais, c'est Et bizarre, ben là, après, on va comprendre peut-être un petit peu pourquoi les Nihil restaient en retrait. Là. Mais bon, je vais te laisser l'expliquer. Juste Francis, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait, tu vois, je me rends compte que c'est complètement contradictoire entre le début du bouquin où la gamine, elle arrive, elle se balade un peu badass dans la salle banquet avec une tête coupée qu'elle balance comme ça, puis après les questions, oh là là, mon Dieu, j'ai tué quelqu'un. C'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent. Je vais me faire l'avocat du diable, mais. Moi, j'ai mis ça sur le fait que c'est encore semi-enfant. Ouais. Et le fait de tuer quelqu'un de sang-froid d'elle-même, quoi, c'est peut-être différent. Parce que la fameuse tête, c'est pas elle qui l'avait tuée. Mais voilà. C'est pas elle qui l'avait tuée. Si la trimballe, elle la lance quand même. Ouais. Et d'ailleurs, même, je crois même qu'elle l'arrache. C'est elle qui la coupe. Enfin, il faudrait la revoir, mais je crois que c'est elle qui la prend sur le cadavre, en fait. Il y a un truc comme ça. Sûrement, c'est pas Deva qui va lui donner, je pense pas. Ben, c'est ça, quand elle est chez les Nihil, elle a l'influence de Deva. Alors que là, ben, c'est ça, c'est plus. Même Xilan qui la décourage à la fin de tuer la docteure, sa némésis, qui lui dit justement, t'es pas comme ça, là, tu vas avoir des gros remords, tout ça, puis bon. Mais c'est ça, moi j'ai mis ça sur le dos, ok, ouais, c'est quand même une jeune, effectivement, là, tuer quelqu'un toi-même, ça peut être marquant, là, mais je suis d'accord avec toi que c'est ça, être en mode vraiment vengeance, puis tu sais, tout. En fait, c'est tellement un gros projet, abolir le Stormwall, là, tu sais, que jusque-là, je me disais, ok, elle n'y arrivera pas, mais là, enfin, elle y arrive vraiment, donc les prochains romans, on va passer à autre chose, tu sais, ça va, là, finalement, bon. Ben, c'est à ce moment-là que la deuxième fois du bouquin, je me suis dit tout ça pour ça. C'est ça.
Exact. Oui, au final, ouais. Aucun de ces objectifs n'est accompli. Mais je rebondis sur ce que tu disais sur développement de perso, la petite histoire, mais c'est le propre de tous les romans young adultes qu'on a lus d'ici depuis le début, quoi. Sauf Oui. peut-être la phase 2, où la grande histoire est quand même plus développée limite dans les young adultes que dans les Mais adultes. il peut avoir des grandes Complètement, phases d'action. Là. Pensez à Into the Dark, la découverte des Drain Gear sur la Mhm. station, puis tout ça, là, ça Puis manquait pas d'action. même Out of Shadow, C'était la top, ouais. destruction de la destruction de la station de Out of Shadow, c'était une grosse Ouais. scène d'action aussi, effectivement. Ouais, c'est vrai que l'action est très limitée ici. Non, c'est ça, c'était dans la deuxième phase aussi, roman. Je me souviens plus, Jean, c'était lequel, là, mais il y avait un des romans, là, on sautait par-dessus. Dès qu'il y avait une scène d'action, on sautait par-dessus. C'était même pas un young adult, c'était le roman adulte. Là, Ouais, je crois que c'est les adultes. Hein. Ouais, bizarrement, les adultes. Mais catalyse. Non. Ouais. C'est quoi le premier, déjà? Cataclysme. C'est le deuxième, ça. Attends. Quoi, Convergence et... Convergence. Ouais. C'était Convergence. Qui ressemblaient tous à des romans young adultes. Ouais. Pour les avoir lus il n'y a pas longtemps, en fait, je trouve que les romans jeunesse young adult, pardon, de la phase 2 sont bien plus intéressants que les romans adultes. Ah oui, l'histoire, elle est vraiment, si t'as pas Pass of Deceit et Pass of Vengeance, tu comprends pas, quoi. Enfin, la boucle est pas bouclée, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai. Ça. Fait que bref, Avon va chier son projet. Après, Jean? Oui, donc on retourne sur la Lune avec Jordana et Kerr. La Lune qui a un aspect vraiment bizarre, hein, parce que une moitié a l'air d'être contaminée par un mal inconnu, donc qu'on appellera le Blight, et qui consume toute matière et draine toute forme de vie. Voilà. Donc il y a ça. Jordana qui retrouve sa famille sur l'autre moitié encore un petit peu vivante de la Lune. Lorsqu'ils partent enquêter donc sur quel mal peut avoir affecté cette Lune-là. Donc tu as Jordana, le frère de Jordana et Kerr, qui vont rentrer en contact en quelque sorte avec le Blight, et la main de Kerr va se faire contaminer et commencer à se calcifier, en fait. Un peu comme les Nameless font face aux Force Sensitive et aux Jedi, quoi. Donc, un petit peu le même genre de truc. Jordana, elle va utiliser une espèce de device qu'elle a pendant tout le bouquin, une espèce de truc qu'elle a poigné. On le voit sur la couverture, d'ailleurs, je crois, ce qui s'appelle un Merrymaker, qui permet de lancer un laser circulaire qui va couper net la main pour empêcher la maladie de se propager sur tout le corps de Kerr. Elle va confiner cette main dans une espèce de boîte spéciale, qui évite un petit peu les objets sans toucher rien, quoi, un peu en gravitation, là, sans propager la contamination, tout ça. Et Jordana et Kerr vont embarquer la famille et vont s'échapper de la destruction totale de la Lune par le Blight. Hein. La Lune va complètement se faire détruire. Et c'est là, pareil, un passage un peu débile où tu as le frère qui veut rester sur la planète en disant « Mais non, je veux pas partir, moi je veux savoir ce qui s'est passé. Et je veux pas partir, c'est notre foyer a été fondé sur cette planète-là, je veux pas partir. » Heureusement, il va écouter sa sœur et se barrer. C'est vieux et revu, ça. Ouais. C'était un peu débile, je trouvé, comme attitude vis-à-vis du frère, quoi. Ensuite, après toutes ces aventures, donc les différents groupes vont se réunir sur Saswana et vont toutes s'updater. Xylan va donner le témoignage de Nan sur la datastick là, à Jordana pour qu'elle le transmette à Sylvestri. Deva et Vern sont en route pour les rejoindre, mais vont se faire attaquer par les scapdroïdes. Encore un petit peu d'action, là, le vaisseau va se faire démanteler en plein espace et vont donc s'écraser sur la planète. Là, un petit baston encore contre Danaïl, où Vern va nous faire une superbe démonstration de son light whip, encore une fois. Deva va apprendre que sa tête est mise à prix par les Nihil, là, ça y est, ils ont vu que c'était une traître. Et voilà, donc tout le monde va se réunir à bord du Dreadful Day de Deva. Donc tu as Avon, Jordana, Vernestra et donc Deva vont partir, eux, en direction de Takodana. Avon va réussir à décoder les codes de Xylan et grâce à l'aide de Jordana, qui connaît un petit peu les coordonnées de Takodana, ils vont réussir à passer à travers le Stormwall, en fait, à faire un jump qui va passer à travers le Stormwall. Voilà, en tout cas, Xylan est, lui, par contre, resté sur Saswana, ainsi que Kerr Senteka. Les deux vont se retrouver, c'est là qu'on découvre qu'en fait, Kerr, plot twist de fou, Kerr Senteka est en fait le mari de Xylan Graf. Voilà, donc Kerr va lui montrer la main. Ça fait plaisir à Francis. Ah oui, ça, oui. No comment. Ne lance pas là-dessus. Kerr va lui montrer sa main. Avec le personnage, disons qu'on voyait venir quand même. Voilà, c'est pas surprenant non plus, quoi, vu l'attitude. Même s'il dragouille un petit peu tous les personnages féminins de ce roman, quoi. Il envoie des bloquis. C'est son tempérament, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, non, mais tu sais, c'est pas le seul. C'est qui? Sylvestri Yarrow aussi, je pense que dans Out of the Shadow, au début, elle était avec un homme, puis elle a fini avec une femme. On t'écoutait ça. Mais tout ça pour dire qu'à l'audio, tu vas voir, Philippe, si tu l'écoutes, Xylan Graf a même une voix là, très efféminée.
disons, ou en tout cas, si c'est une question d'interprétation, mais très, très, très snobinarde, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Oui, Dès qu'on l'entend, là, c'est vraiment là, l'élite. Et, je l'ai écouté, bien sûr. Mais d'ailleurs, la voix est très bien choisie. Oui, franchement, c'est une narratrice qui fait l'audiobook et justement, elle donne une voix un petit peu dandy à Xylan qui colle très bien au personnage. Franchement, ça passe super. Mais quand je dis on n'est pas surpris aussi, c'est l'aspect, bon, la galaxie est immense, hein, mais c'est ça, les deux personnages, finalement, sont liés un à l'autre, mais bon. Ouais, puis t'as le petit côté Roméo-Juliette là, avec les deux clans ennemis qui... Ah, moi j'adore. Bref, donc voilà, il s'update sur la mer, le mal qui est en train de contaminer la galaxie, tout ça. Ensuite, on se retrouve sur Takodana pour un petit peu la conclusion du bouquin, avec une nouvelle vision de Mari Santeka à Verne, et où Deva va raconter un petit peu les légendes autour de la planète X, la planète des Nameless, à Verne. Aussi, il y a Jordana qui montre l'enregistrement de Nan à Vernestra. Elle apprend donc la terrible vérité que la mère de Syl pouvait sauver la station, en fait, mais que Elzarman l'a tuée de sang-froid. Donc Verne est choqué. Jordana va aussi updater tout le monde sur la maladie là, qui ressemble étrangement au phénomène de husking et des Nameless. Elle va remettre l'échantillon de la mère de Kerr à Verne pour qu'elle l'amène sur Coruscant. Sylvestri va se pointer sur la planète, sur Takodana, retrouvaille avec sa copine Jordana. Elle lui avoue donc la vérité sur la mort de sa mère, donc Sylvestri sous choc évidemment. Jordana va lui expliquer aussi qu'elle a un nouvel objectif là, à la fin de ce bouquin. Elle et Kerr Santeka ont prévu de s'allier en quelque sorte et d'utiliser les codes de Xylan Graph pour évacuer un maximum de gens de l'Oz. Donc s'il est OK avec ça, elle va se joindre dans ce business-là. Et ensuite, on revient sur l'université de Coruscant où, grâce aux données récupérées lors de ses aventures, Avon va bosser sur un moyen de neutraliser le Stormwall. Elle reste encore un petit peu trauma d'avoir tué quelqu'un de sang-froid. Sous une fausse identité. Et là, oui, c'est vrai qu'elle cache le fait que ce soit une Staros, effectivement, et que ce soit la fille de la première dame Nihil, quand même. Et Verne qui va faire son rapport au Conseil Jedi, plus d'1 an après sa fugue. Elle va sortir un super speech, je sais pas ce que vous en pensez, son speech de fin digne de Independence Day là, ou de Pacific Rim. Vraiment un super speech de Verne face au Conseil. Un petit caméo d'Yoda, vous savez. Voilà, petit caméo de Yoda. Et enfin, voilà, passage très très intéressant aussi, elle va se confronter donc en tête-à-tête dans le bureau d'Elzarman, qui était auparavant le bureau de son maître Stellan. Elle va lui montrer l'enregistrement de Nan, et là, voilà, il va se confesser à Verne, mais elle veut qu'il le fasse face au conseil, en fait. Donc il est OK avec ça, hein, il promet de se confesser, de dire la vérité sur ça, donc on le verra pas dans ce bouquin, malheureusement. Mais c'est un super dans passage. Les comics, peut-être. Peut-être, ou peut-être le prochain roman. Là, mais moi, je n'étais pas resté sur l'idée, j'avais pas l'impression qu'il cachait de façon très, très... comment dire, motivé là, ce qu'il avait fait. J'avais vraiment pas l'impression. Il ne le dit pas dans Eye of Darkness. J'ai l'impression qu'il dit au moins quelqu'un. Je n'arrive pas à me souvenir qui, mais. Il me semble bien que dans Eye of Darkness, il y a un dialogue où je pense que c'est à Avar Chris. Ça se peut-tu à la fin quand ils sont retrouvés? Pas sûr. Hein. Je suis plutôt convaincu du fait qu'il le garde pour lui-même. Ah ouais? Bon. Ouais. C'est marrant, moi je le revois le dire, c'est pareil. J'ai ça en souvenir aussi comme Francis. Je sais pas, justement, peut-être à Avar. Mais j'ai ça comme Francis dans la tête. Dites-nous dans les commentaires si vous vous rappelez ce passage-là. Peut-être dans un comics de la phase 3. Peut-être. Et il reste une toute dernière péripétie, hein, parce que ça fait. Tu sais, c'est comme quand tu écoutes un film, mais il veut pas finir de finir. Alors déjà, Vernestra va retrouver Reath Silas et on nous apprend un petit peu qu'il y a une espèce de petit crush entre les deux aussi, donc qui est en train de se créer là. Donc, voilà. Et effectivement, Francis, il y a un épilogue qui nous montre donc ce fameux Reath Silas qui va montrer l'échantillon de la main de Kerr à Azlin Rel, enfermé au temple Jedi pour avoir des réponses sur quel peut bien être ce mal, quoi. Il a l'air de savoir ou pas vraiment, on sait pas trop, en tout cas il nous dévoile rien du tout, mais il part dans un rire machiavélique et il nous sort un mystérieux « It's coming for them » et ça finit sur ça. Ouais, c'est ça, Azlin qui est un personnage qu'on découvre là, depuis le début. Il est apparu dans phase 2, si je me souviens bien, mais c'est ça. C'est ça là, qu'on a depuis le début de la phase 3, là, dans sa version justement là, qui n'a plus du tout d'yeux. Là, fait que c'est mentionné entre autres là-dedans ces fameuses lunettes là, quand Reed l'interroge, si on peut appeler ça comme ça, là, dans sa cellule. Il y a même une mention de des événements qu'on voit dans un comics là, avec Yoda. Là.
Ouais, avec la destruction de la. C'est une ville de Travix Prime. Mais Ouais, justement, ouais, c'est vachement intriguant ça. Il détruit une ville qui est censée présenter un espèce de compas qui pourrait amener à Planet X pour connaître un petit peu la planète d'origine des Nameless. Et donc, apparemment, il aurait planifié une explosion. Donc, il a explosé la ville pour pas que Yoda trouve ce compas. Et ouais. on a zéro réponse sur ça ici. Par contre, Ouais, les ben, Jedi ça l'ont fait puni partie, vachement violemment. quand Philippe mentionnait un peu plus tôt que justement, c'est plein d'éléments que tu as l'impression que ça a été dit, bon, ben, il faut que tu mettes ça dedans. Faut que tu mentionnes telle chose, telle chose. Là, c'est un peu ça. On a vraiment un épilogue, mais qui a absolument rien à voir avec le reste du roman, sauf, comme tu disais, l'espèce de mal là, qui s'est propagé sur cette planète-là. Fait que c'est des petits cailloux, là, on dirait, là, de construction d'autres choses, clairement. Mais Moi, j'en ai clairement pour moi, le déduit. roman était déjà fini à partir du moment où Avon décide de ne pas tout faire sauter la planète, puis que Vernestra a retrouvé Imri, puis finalement, il décide de se reséparer. Pour moi, ça, c'était la vraie fin du roman, puis le reste, là, ça a été c'est ça, là, OK, on ajoute des détails, comme la fameuse révélation, ben peut-être ça va avoir un impact, là, la révélation de Elzar qui a tué Pour moi, John Yarrow. c'est clairement l'intrigue du prochain roman adulte qui arrive cet Je pense. été. Là. Bah, de toute façon, vu le titre, le titre, la cover, et Ouais. je pense que ça va être développé. Ben, moi, j'ai l'impression qu'à part lui donner un argument de plus sur une longue liste d'arguments de quitter son poste, parce que là, il est un peu le porte-parole des Jedi là, auprès du gouvernement de la République. Ouais, il a repris le rôle. Histoire de basculer. Mais tu sais, tout le roman, basculer, t'arrêtais pas de le dire, là, t'arrêtais pas de le dire dans notre émission, Jean, il arrêtait pas de chigner, là, comme quoi il était pas digne, tout ça. Mais t'as pas trouvé ça? Pour moi, ça fait juste ajouter un argument, tu comprends? Ça n'a rien de nouveau. Vraiment. En tout cas, bref, on verra, mais pour moi, c'est vraiment. En plus, c'était dans le feu de l'action, la station était en train de périr. Puis le fait que, voyons, son nom, c'est Chancey Yarrow pouvait sauver la planète, ça, c'est Nan. Pas la planète, mais la station. Ça, c'est Nan qui dit ça. Là. En passant, c'est une Nihil. Puis à sa description, clairement, c'est son point de vue des événements. Moi, non, si je me rappelle bien, Chansey le mentionnait, hein, disait qu'elle pouvait sauver ce qui restait de la station. Donc, nous, on le sait. On est. Alors, effectivement, mettons que tu mets le point de vue de la République ou de Elzar, tout ça. Là. Parce que nous, on a vécu la scène et du coup, on sait que elle pouvait vraiment sauver la station. Ouais. Donc, techniquement, comment il s'appelle? Elzar s'est planté pour Valo. Il couchait. Il a pété un plomb. Et voilà. Donc, il est responsable de 2 des plus gros événements majeurs de la Haute République, quoi. Donc, c'est quand même grave. Ouais, vu comme ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Très partiellement responsable. C'est pas lui non plus qui a organisé. Non, mais c'est à cause de lui que les Nihil ont attaqué Valo alors qu'il était au lit. Il était responsable de sécurité. Et il a tué celle qui aurait pu sauver la station, la beacon avant qu'elle se crache. Je sais pas. Mais écoute, on va voir clairement, comme tu dis, juste la couverture puis le titre du prochain roman adulte. Ben, clairement, c'est autour de Elzar et Avar. Fait qu'on va voir c'est quoi la suite pour ces deux. Philippe avait envie de rebondir sur quelque chose, je crois. Non, je voulais juste. Moi le mal là, qui s'est répandu, vous avez pas. Enfin, moi, j'ai fait un lien avec des recherches Nihil, en fait. Pour moi, c'est. Ils ont essayé de répandre un truc, en fait. En gros, ils ont. J'ai fait le lien avec ce qui se passe dans Escape from Valo aussi. Hein. Donc, pour moi, en fait, voilà, c'est un truc qui développe avec les Nameless. Okay. À partir des Nameless, en fait. T'en apprends un peu plus, tu verras, dans Escape from Valo sur des caractéristiques des Nameless, en fait. Donc pour moi, c'est un peu le truc qu'ils ont testé sur une planète et puis ils vont peut-être répandre ça après pour les fumer à grande échelle parce que je crois qu'il y a un dialogue avec Shenro dans ce bouquin où il dit qu'il en aura jamais assez ou qu'il en reste plus qu'un des Nameless, il n'y en a pas d'autres. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas lu, c'est ça, le Escape from Valo, mais effectivement, ne serait-ce que ce qu'il y a dans ce roman-là, on comprend qu'effectivement, la planète est entourée de Nihil qui surveillaient, qui, une fois que le vaisseau... Et puis il leur dit, hein, il y a une communication de dernière minute, là, les Nihil disent voyons, c'est Jordana, hein, si je ne me trompe pas à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ils leur disent là, par communication, vous savez pas, c'est ça, ça va être pire. Votre sort va être pire sur la planète qu'avec nous, ou un truc comme ça. Là. Fait que, tu sais, clairement, c'est quelque chose qui développe une arme biologique ou un truc comme ça. Ouais. Mais écoute, je vais être d'autant plus intéressé à écouter Escape from Valo.
Alors attends, si te base pas que là-dessus, hein, parce que tu vas être déçu, hein, sinon. Hein, c'est pas l'intrigue principale d'Escape from Valhalla, mais t'apprends des trucs sur les Naïnes. Voilà, maintenant que tu mentionnes, j'ai aucun souvenir de quelconque lien entre. j'ai peut-être lu entre les lignes. Sur les caractéristiques des Nemlace, en fait. Notamment à la fin. Tu apprends des trucs sur les caractéristiques biologiques et physiques des Nemlace. Ok. Mais c'est vrai que c'est une théorie, ça, qu'ils ont, les Santeca et les humains, que ça serait une planète test pour les Nihil. Ouais, donc, ils pensent à ça aussi. Ils mentionnent dans le bouquin aussi. Oui, c'est pour ça que. Bref, je vais rementionner ce que je disais tout à l'heure. C'est la somme de toute une panoplie de personnages que j'aime bien, que ce soit les principaux ou que ce soit les apparitions comme Elzar, Ashlyn à la fin. Nan, qui est, je veux dire, elle apparaît, là, c'est insignifiant, mais c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé. Ouais. C'est vraiment une somme de choses que j'aime, mais qui donne un résultat de mal. C'est comme tu auras beau prendre que tous des bons ingrédients dans ta cuisine, c'est pas parce que tu les mets dans le blender, dans le mélangeur, que ça va donner quelque chose de bon au goût. Là, moi, c'est comme ça que je vois ce roman-là. Ouais, je sais pas. Effectivement, c'est pas le. Pour moi, c'est plus c'est un épisode filler d'une très bonne série télé, tu vois. C'est ça. Je l'aurais passé en avance rapide. Hein. ça porte pas grand-chose à l'intrigue, mais ça reste. Écoute, c'est ça. Moi, c'est dommage parce que quand j'y pense, vraiment, je mets la phase 2 à côté parce que c'était vraiment, comme on disait tantôt, entre les adultes, les young adultes, c'était vraiment différent. Mais pour le temps présent, on va dire, là, fait que les 3 de la phase 1 et là maintenant la première série, on va dire la première vague de la phase 3. Il y a vraiment juste celui de Claudia Gray, je trouve, dans les Young Adults là, qui sort du lot. C'est ça, Out of the Shadow. Là, ici, c'est vraiment la suite. Puis l'autre qui est un peu un à côté, là c'était un peu comme on disait tantôt à la blague, là, c'était le Daniel Rosé Holder verse. Là, le Mission, Et là, effectivement, on avait plein de personnages, dont Ram, qu'on parlait tantôt. Oui. C'est dommage parce que je trouve que c'est pas parce que c'est young adulte que c'est obligé d'être moins bon. Là. Il y en a tellement eu plein d'excellents. Moi, l'impression que ça me donne au global, c'est que finalement, en fait, ce qu'on parlait un peu en aparté tout à l'heure, c'est de dire, voilà, en fait, tu as les romans adultes, donc les auteurs des romans adultes développent l'histoire. Et enfin, en tout cas pour la phase 3, et puis à côté, les autres se font plaisir avec leurs personnages. Donc, tu as parlé tout à l'heure de Daniel Rosé Holder. En fait, lui, il poursuit avec Ram. Les deux autres, elles poursuivent avec leur perso qu'elles ont créé. Et en fait, peut-être ça va mener à un truc à la fin, mais en fait, peut-être pas non plus, quoi. C'est-à-dire que peut-être juste la lecture des romans adultes se suffira à la fin de la phase 3, à la grande différence de la phase 2. Mais moi, je le vois vraiment comme ça pour l'instant, parce que voilà, Ram, c'est Daniel Rosé Holder. Elle, c'est Avon Starros et Vernestra. Ouais. Et au final, ça apporte pas grand-chose, si ce n'est de développer ces persos-là, quoi. Ouais, c'est une petite aventure, un à côté. La grande histoire, c'est une petite aventure de nos héros préférés. Ouais, je sais pas. Et puis peut-être c'est histoire de dire que tu vois, les parents lisent les romans adultes, les enfants les romans jeunesse, et puis on en parle, quoi. Voilà, on en a fait un peu pour toute la famille, quoi. Ouais. Moi, j'aurais tendance à vous poser une question. On a parlé entre autres beaucoup d'Avon Starros, hein, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est vraiment un roman pratiquement autour d'elle en premier lieu. Elle puis Vernestra, on va dire. Là, mais est-ce qu'il y a, en dehors des Jedi, dans toute la Haute République, est-ce qu'il y a des personnages autres que les antagonistes, évidemment, là? Est-ce qu'il y a des personnages non Jedi que vraiment vous considérez c'est eux les personnages, vos personnages préférés de la Haute République? J'ai l'impression que c'est vraiment les Jedi. Ben oui, la regarde rien que Deva, moi c'est un personnage que j'adore. Ouais, non, mais là, c'est sa première apparition dans un roman. Là. C'est ça. Ben, à la limite, il y avait l'équipe du Vaisselle. Ouais, le Vaisselle. Exactement. Ils étaient énormes. Ouais. Et même Sylvestri, moi, m'avait beaucoup plu dans Out of Shadows. Donc, Sylvestri, Sylvestri Yaro. Ouais. Ah, bah si, la Team Crash. Moi, j'aime beaucoup la Team Crash de Corellia. Il y a un comics d'ailleurs qui sort bientôt. Crash, c'est un bon perso aussi. Je sais pas. Et ils sont peut-être moins présents que les Jedi, mais je trouve qu'il y en a quelqu'un qui sort du lot. Moi, je trouve plutôt que il y a énormément de personnages féminins. Là, tu vois, quasiment tous les persos principaux de ce roman-là sont persos féminins. C'est soit des persos féminins avec Justina Ireland, soit des personnages masculins un petit peu
c'est méprisant, quoi, comme Zylan, quoi. Donc, c'est souvent ça avec Justina, mais Ouais. moi, j'adore parce qu'elle arrive vraiment à les développer très, très bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnages féminins importants dans la République, plus que les masculins, et ça, je trouve ça très, très cool. Le changement de paradigme, un petit peu. Ouais, les hommes sont un peu ouais. maltraités hein, en termes de, Ouais, complètement. de caractère. Hein. Elzar, c'est Elzar, ouais, voilà. Elzar, c'est l'année il est temps mort. qu'il meurt, Elzar, quoi. c'est ça. Elzar va basculer, c'est l'année mort. Il y a qui? Zylan, c'est un connard. Ouais, non, c'est. Ouais, je saurais pas dire. J'essaie de penser à des personnages masculins que justement Les enfants. Justin Harlan a traité. Il y avait Imri, qui était quand même intéressant. Puis intéressant. l'autre petit garçon, là, petit garçon, entre ado, jeune ado, dans le même roman, là, qui était le fils d'un sénateur, ou je sais plus trop, là, d'un ambassadeur. Un truc comme ça. Mais en même temps, c'est ça, avec les personnages plus jeunesse, j'ai l'impression que c'est ça, là, ne serait-ce que le format d'histoire, c'est pas la même chose. J'essaie de penser là, dans Out of the Shadow. Non, effectivement, j'ai l'impression qu'elle réserve le sexe masculin pour les antagonistes principalement. Même Leox qui a une apparition, donc c'est pas un personnage de Justin Harlan, mais c'est un personnage de Claudia Gray. Là, il fait une apparition, et les seules apparitions qu'il a, c'est il est complètement shoot quoi, au bâton de la mort, quoi. Il est complètement high, quoi. Ouais. Et je trouve ça ok, d'accord. Même le caméo, elle le maltraite, quoi. Écoute, c'est ça. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, hein, les fameuses causes, ou en tout cas l'agenda idéologique de Justina Harlan. Mais bon, écoute, ça fait quand même des personnages féminins intéressants, là, mais c'est ça, c'était vrai. C'est la même chose dans sa série de BD Staros, on l'avait dit. On l'avait dit, c'est ça. Ça en était là aussi caricatural en termes de traitement. Mais Zylan est intéressant. Moi, comme Philippe disait, là, c'est un personnage que je trouve que je ne serais pas déçu de retrouver encore pour la suite. Même si les parallèles avec Axel Greylark aussi sont nombreux. Ça, faut pas se le cacher. Là. Bon. Et puis, il reste aussi des persos féminins antagonistes. Tu as la docteure M. Kampa, tu as Karazu, tu as quand même beaucoup de personnages d'Eva. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de blocage de ce côté-là. Ça, cool, le général Viss, en fait, c'est quand même enfin, moi, juste pour dire, pour moi, il y a un espoir parce que, en fait, pour moi, dans Eye of Darkness, on ne savait pas trop s'il mourait ou pas en même temps que Porter Engel. Et là, en fait, il réapparaît, donc on comprend qu'il n'est pas mort. Effectivement. Et moi, je me suis dit, mais putain, ça se trouve, Porter n'est pas mort non plus, quoi. C'est un personnage que j'adore, comme Francis. Mais elle l'abandonnait, effectivement, là, parce que le vaisseau, visiblement, allait exploser, un truc comme ça, puis elle se sauvait. Ouais. Ah non, pour moi, il est encore vivant. Porter est vivant et Viss, oui, non, mais complètement. Tu as complètement raison, là. Viss était censé être mort. Viss réapparaît comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en fait. Effectivement, on dit que ça sera ça. Ah, complètement. Ah, ben là, voilà. C'est bon, Porter est vivant. J'avais pas porté attention. Porter est vivant, c'est cool. Excellent, messieurs. Je vois qu'on est à 1h30 d'émission. Est-ce que vous avez des détails qu'on n'a pas mentionnés? Tellement. T'as pas idée, là, je suis en train de scroller la page, là, mais j'ai rien dit, quoi. Bon, on m'a dit pas plus d'une heure, alors j'ai plus de détails. Ouais, non, on va s'arrêter là, on en parlera plus tard, entre nous, sur Discord. Fait qu'écoute, au début de l'émission, je pensais que ça allait être une émission moins débat, quand même, un peu. Je pensais on était plus ou moins quand même longueur d'onde. Mais en fait, comme souvent, je comptais sur vous pour peut-être rehausser un peu ma note. Fait que c'est mission échouée pour vous aussi. Arrête, non, t'étais têtu. Puis Jean comptait sur nous pour baisser la sienne, puis là aussi, c'est échoué. Moi, au contraire, moi, ça m'a fait monter la note. Ouais. Ça va pas faire monter la mienne, en tout cas. Ouais. Fait que, pour rappel, je vais les remettre à l'écran, là, mais c'est ça, un 9 sur 20 de mon côté, un 15 sur 20 pour Jean et un 10,5, 10-11 là, pour Philippe. Ouais, plutôt. Écoute, voilà, c'est quand même critique, comme vous voyez, pas si mal selon la personne. On va conclure cette édition de Star Wars en direct, édition littérature. Ouais, Jean? Faites votre avis, voilà. Lisez, faites votre avis, dites-nous ce que vous en avez pensé. Laissez-nous des commentaires, ça nous intéresse toujours. Donc. Exact. Justement, parlant de commentaires, tout ça, on rappelle aux gens de venir les abonnements, les pouces, les partages, etc. Surtout sur YouTube. Souvent, moi, le premier, j'écoute des podcasts, par exemple, sur des applis de podcasts, puis c'est ça, je pense pas nécessairement aller écrire ça sur YouTube. Fait que faites un petit effort, ça fait une énorme différence.
Donnez-nous votre avis parce que j'ai l'impression que là aussi, ça va être quand même partagé. Je pense pas que personne va nous arriver en disant que c'est le chef-d'œuvre, que c'est le meilleur roman de la Haute République. Partagé, je sais pas, hein, parce qu'il a quand même été relativement critiqué ici localement. Les critiques sont pas dithyrambiques. Hein. Franchement, il a été plus bâché que aimé ce bouquin-là, et même, je te dis, même Explain l'a pas apprécié plus que ça. Donc. Ouais, exact. Et c'est ça, n'hésitez pas aussi à venir discuter tout ça sur les différents réseaux, notamment Discord. Hein, c'est justement là que vous allez pouvoir aussi en discuter avec Philippe, qui justement nous fait une review, une critique là, de ses lectures très, très constructive. Moi, je trouve ça super intéressant. Fait qu'on vous invite à rejoindre. Je vais peut-être mentionner avant de conclure, Jean, au programme, on a quoi pour les prochaines émissions? Émission, on aura sûrement les critiques de Bad Batch qui vont continuer semaine après semaine, ça ouais. Mais en littérature, ça va être intéressant. On va avoir un roman hors Haute République là, qui sort début avril, là, demain, à date d'enregistrement, qui est The Living Force de J.J. Abrams. Non, mais J.J. non, ça va être meilleur que si c'était J.J. Abrams. John Jackson Miller. John Jackson Miller. Qui fait son retour dans Star Wars après quoi 6 ans au moins, 6-7 ans. Ouais. Depuis Tarkin et tout ça. Quoi. Ouais, pas Tarkin, mais une nouvelle autre. Non. Ouais, pardon, t'as raison. Ouais. Écoute, je veux quand même aussi prendre le temps de remercier encore une fois Philippe qui là, il doit être rendu pas loin de 4 heures du matin chez toi. Donc, j'espère que tu te lèves pas trop tôt. Mais écoute, c'est vraiment apprécié. C'était super de pouvoir discuter de tout ça avec toi en espérant aussi qu'on ait d'autres occasions. Fait que merci encore. Il faut me réinviter. Merci à vous. Oui, et comme je disais aux auditeurs, sur Discord, venez discuter aussi de tout ça avec Philippe. Voilà. Écoutez, de la part de toute l'équipe, de la part de Jean-Philippe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous. Bye. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.